T'es dans le business à long terme ou pas? Qu'est-ce que ça change? J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape plus une balle. Un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter $1 demi-million. J'ai même gagné 2,5 millions. Et qu'est-ce qui te reste? Rien du tout. Mais t'as mis de côté? Non, rien. Quand ils remportent $2,5 millions, tous les trous du cul du monde savent ce qu'il faut faire. Tu t'achètes une maison avec un toit tout neuf. Une grosse daube japonaise à la réputation d'être indestructible. Tu places le reste à plus ou moins 4%, rien que pour payer tes impôts, et après tu vis peinard. Là, t'as ta putain de forteresse de solitude. Te voilà pour le reste de ta vie au niveau du va chier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose? Va chier. Ton patron te les brise? Va chier. Achète ta maison, mets un peu de rond à la banque, ne bois pas. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Toi. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je ne suis pas à Berlin, je suis à Beriz avec mon acolyte Hugo et un invité de marque, Vincent. Salut, Vincent Cassel. Vincent Cassel. Mon acteur préféré, le meilleur de sa génération. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast DM où aujourd'hui nous interviewons un profil exceptionnel et atypique. Un invité qui va nous expliquer pourquoi il a décidé d'investir massivement alors qu'il entreprend massivement également. Et je veux profiter de cette introduction pour le remercier de nous faire l'honneur de sa présence dans cet épisode. Je tiens également dans cet épisode à remercier Fouad pour son organisation opérationnelle de l'enregistrement du podcast qui consiste à la réservation d'une chambre à personnalité de personnes à mobilité réduite. Alors, tu sais, attends, petite anecdote. J'ai préparé, bon, c'est un petit peu immoral. Quand tu choisis une chambre en PMR, si on ne voit pas d'handicap physique, j'ai déjà la phrase. Tu répondrais quoi, toi? Non. Il y a des maladies qui ne se voient pas. Et elle te croit à chaque fois. Alors, ça m'étonne pas. Il n'y a même pas besoin de justifier. Mais là, la chambre, elle est 2 fois plus grande que une chambre normale qui fait à peu près 17-20 mètres carrés. Là, on a 40 mètres carrés pour le même prix. Mais attention, je fais attention qu'il n'y ait pas de personnes réellement handicapées qui aient besoin de la chambre. Parce qu'il nous a fait quand même 2 belles choses pour le podcast d'IM. Donc là, on se retrouve sur une table de 50 cm avec les micros. On va faire attention de ne pas les frapper. Mais il nous avait réservé un studio de podcast. Et là, il me dit, t'inquiète, j'ai tout géré. L'adresse. Et il m'envoie l'adresse. Je vois que le code postal 93. Je me dis, putain, si j'y vais en voiture, soit je vais pas retrouver les roues, soit c'est la voiture que je vais pas retrouver. C'est ça, la France. Et bon, pour la trêve de plaisanterie, on est à Paris, puisque tu sors de ton mastermind, le Signe Noir. Pour ceux qui veulent aller plus loin et investir massivement et suivre la voie de la personne que nous allons interviewer, disposer de toutes les stratégies, notamment quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez déposer votre candidature à Patrimoine Exponentiel et indirectement le mastermind Signe Noir, qui est normalement le Signe Noir. Le Signe Noir. Le lien se trouve dans le premier lien sous le podcast et dans le commentaire mis en avant sur YouTube. D'ailleurs, Fouad qui vient juste de finir ce mastermind, le Signe Noir, où c'était majoritairement des membres PX qui étaient là. Il y avait principalement des signes noirs. Des signes noirs. Tu peux également réserver un audit stratégique avec Fouad en suivant le lien. Cela va te permettre de poser à plat ta situation et ce que tu peux déployer et avoir ta roadmap ou ton plan de route. T'as quoi? J'ai mis roadmap, plan de route et je parle couramment anglais, s'il te plaît. Kein English. Également pour ceux qui veulent, on organisera un workshop très prochainement. Pourquoi un workshop? Oh, putain, c'est pour te faire plaisir, j'ai fait une spéciale dédicace avec le maximum d'anglicisme. Pourquoi il est indispensable que tu forces le banquier à te financer à 110% tout le temps? Pourquoi un type de SCI neutralise le HCSF? Et la roadmap, Fouad, le plan de route sur les 3 prochains mois pour bâtir une stratégie pour construire un parc immobilier à minimum 5 millions d'euros. 10 fois plus rapidement que le temps nécessaire d'après l'INSEE. On va découper ce podcast avec notre invité en plusieurs parties très très simples, en 3 parties. Une présentation. Pourquoi investir dans l'immobilier quand nous sommes entrepreneurs et pourquoi allouer du temps à l'immobilier, puisque construire un gros patrimoine immobilier nécessite
un peu de temps. Pourquoi certains entrepreneurs se disent « mais le temps que je vais passer sur l'immobilier, je vais pas forcément le passer sur mon affaire, je vais le délaisser ». On parlera des difficultés quand nous sommes entrepreneurs, les mal aimés des banques, et on fera un échange tout au long de cet épisode. Donc, laissons l'invité se présenter. Guten Tag, ich heiße Vincent, ich bin 3 und, je sais même plus comment on dit, 8 ans d'allemand, tu vois. C'est loin derrière moi. Mais tu parles mieux que Fouad. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être. Vincent, ouais, je fais de l'événementiel à Paris, j'ai 43 ans. Voilà, et j'ai quelques fonds de commerce également. Donc, activité principalement entrepreneuriale autour de l'événementiel. Voilà, événement nocturne. Événement nocturne. Donc, encore plus mal aimé des banques. Ah bah, c'est code APE, c'est non merci. Allez. Mais alors, faut ouvrir une concession automobile à côté. non mais tu vois, C'est pareil. je rebondis déjà sur le code APE quand j'avais fait l'audit stratégique avec Vincent, hyper malin, essayer un peu de faire diversion sur le code APE pour basculer un peu sur plutôt le monde du spectacle. Donc ça permet aussi d'éviter de... Tu vois, tu m'avais partagé l'astuce et j'avais trouvé ça très très malin. Ouais, ça m'a permis d'avoir un service de cautionnement dédié au... Non, d'avoir un service de cautionnement qui est dédié au spectacle, et la banque m'a suivi sur un fonds de commerce que j'ai acheté récemment. Attention, m'a suivi à pas à hauteur de mes exigences. Mais j'ai eu un bout de ce que je voulais plutôt que de rien avoir. Sur les discothèques, c'est non. Oui. Spectacle. Il y a quelques services de cautionnement. Et pourtant, tu vois, la demande en matière de prostitution est stable, croissante année après année. Là, je pense que Hugo, tu vois, va être très très intéressé à ton activité. Tu vois, il veut être un bénéficiaire effectif des avantages de l'activité. Est-ce qu'il y a des avantages autres que financiers ? Non, il n'y a pas de prostitution. Alors, c'est pas une activité exercée en Allemagne. D'accord. D'accord. Comment t'as découvert le podcast ? Les FKK ou le podcast Le FKK. D'ailleurs, j'espère que la patronne n'écoute pas ce podcast. Je vais lui envoyer personnellement. D'ailleurs, j'étais très étonné que tu connaisses le terme FKK. Là. Mais j'ai une culture générale qui est quand même... très développée sur cette thématique. Non, générale. Et Predator. Comment t'as découvert le podcast ? Je fais de l'immobilier depuis assez longtemps et j'en fais mal. Enfin, je l'ai compris récemment, ça, par contre. J'ai découvert le podcast justement en cherchant des techniques pour lever massivement du crédit. Et en fait, quand tu digues, tu vas sur les Discord, les subreddits, les chaînes YouTube, j'en parle même pas, mais il y a rien, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a vous. Et tu as consommé du contenu, parce que c'est vrai que sur nos échanges, tu connais quand même beaucoup d'acteurs. J'ai consommé beaucoup de contenu, du gratuit, du payant. J'ai aussi payé des professionnels, des notaires, T'as payé des professionnels. J'ai vu l'œil qui brillait. T'as payé des professionnels, bim. Dis bien que c'est l'œil de Fouad qui brille. Des avocats fiscalistes, et à chaque fois, t'as des bribes de stratégie en parlant avec des marchands de biens, en parlant avec des professionnels de l'immobilier, mais pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale, et puis en vrai, les vrais tips, on te les lâche pas, quoi. C'est quelquefois... On les a pas. Ou ils les ont pas. Ils les ont pas, tout à fait. Et donc, t'as dit quelque chose qui est intéressant. T'as dit que tu faisais de l'immobilier, mais que tu l'avais mal fait. Et j'aimerais rebondir de ça. Ouais. Ça veut pas dire de mal faire quelquefois. Quand on dit à une personne, il va falloir se séparer de tel bien, c'est pas que le bien, il est mauvais en soi. C'est que ce bien a un impact négatif sur ta capacité à faire beaucoup plus. Après, je nuancerai son propos, parce que j'ai eu Vincent sur 2 audits stratégiques avant de l'avoir en mentorat pour la prochaine promotion. Déjà, sur la résidence principale, évidemment, je vais respecter la confidentialité, mais si on peut donner quelques chiffres. Quand j'ai vu ton cas sur la résidence principale, ça m'a fait rire sur l'ARP est un passif. RP parisienne... Qu'est-ce qui dit ça ? Ils sont minoritaires. Qu'est-ce qui dit pas ça ? Mais est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Alors, il y a un peu de rendement entrepreneurial, comme dirait Piketty, mais quand même, sur la RP, on a quand même une opération exceptionnelle en termes de création de valeur ajoutée qui change la donne en matière de création de capital.
Il y a un truc que j'ai compris. Voilà. Mon premier investissement immobilier, c'était à 24 ans. C'était ma RP. J'ai jamais loué. Il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'en effet, tu peux faire quand même des petites culbutes sur la résidence principale. Donc, dans ce que j'ai mal fait... Ça a été très bien fait, la RP, je trouve. Et ma première RP, du coup, j'ai acheté... à l'époque, j'avais acheté en 2006, j'ai acheté ça moins de 300 000 euros. Et j'ai revendu, il y a quelques années, 800 000 euros. Donc, en embellissant, etc. Sacré passif. Non, mais la dernière, c'est beaucoup plus impressionnant. Et j'avais financé un prêt relais, j'ai acheté une autre RP il y a 5-6 ans, où j'ai fait des travaux pendant... Ça a été long, hein, parce que c'était pendant le Covid, c'était une galère pas possible. Mais une surélévation, et donc une surélévation à Paris, il n'y a quasiment personne qui fait ça. Mais donc ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait toutes les erreurs du monde, mais à la fin, un bien que j'ai acheté 1,2 million environ, à aujourd'hui, je pense, après travaux, parce que j'ai fait beaucoup de travaux, à une valorisation entre 2,5 millions et 3 millions, je pense. Et capital restendu 100 000. Et ouais, c'est là que ça bug. Bon. Oui, 100 000 euros, voilà. Ouais. Après, est-ce qu'il faut arbitrer ou pas sur un bien sur lequel tu as passé, dans lequel tu as habité avec ta famille, tu as tes enfants, tu as passé beaucoup de temps, tu as cassé beaucoup de barrières pour réussir à le construire. C'est un vrai... C'est un challenge. C'est un challenge, exactement. C'est marrant parce que... J'ai été bousculé parfois de là-dessus. C'est marrant parce que moi, j'ai été élevé dans le changement de résidence principale régulièrement. Et c'est très marrant parce que mon père et moi étions très attachés à la maison, tu vois, à la résidence principale. Ma mère, elle était attachée à faire une opération. C'est-à-dire, j'achète une maison en ruine, je la retape. Alors, on se trouvait tout le temps dans des très belles maisons et entièrement refaites, entièrement neuves. Et elle disait, au bout de 3 ans, on change, on déménage. Donc déjà, les déménagements sont casse-couilles. Et tu te retrouvais sur une maison qui était en ruine. Moi, je me souviens, sur la dernière, on avait une maison qui était exceptionnelle. Et la dernière, elle me disait, ta chambre, c'est au 3e, avec le salon et tout. Ouais, mais je vois la cave, quoi. Ouais, mais t'inquiète, ça va être très bien. Ouais, mais j'ai pas envie de venir là, quoi. Mais ça, tu vois, pour un gosse de riche, je trouve ça extrêmement intelligent d'apporter un peu de réalisme. Pourquoi gosse de riche? Arrête. T'es un enfant de la... Mais assume, putain, c'est pas une honte d'être un enfant de la bourgeoisie française. Je suis pas un enfant, j'ai pas de particules à mon prénom. Non, ça c'est de l'aristocratie. Mais la bourgeoisie a tué l'aristocratie française. Donc, et ma mère était pas du tout attachée, ce qui, elle aimait ses maisons, mais elle n'avait aucun attachement à le revendre pour faire mieux ensuite. Et c'est quelque chose où, même si je suis attaché personnellement, tu vois, mon père est comme ça veut dire, par exemple, si je reviens en France et que je passe dans la ville où on habitait, j'ai besoin de repasser, d'aller sonner chez la personne pour aller lui demander, ouais, j'habitais là quand j'étais petit, tu vois, pour les souvenirs. Et c'est très difficile quand on a un attachement émotionnel. Oui, mais une fois que tu l'as fait une fois, que ce soit sur un business, sur quoi que ce soit, une fois que tu l'as fait une fois, tu fais, oh putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais pour revenir sur cette question qui est centrale, en fait, cet attachement émotionnel à du capital, lorsqu'on a en fait on va appeler ça une marge hypothécaire, le delta entre la valeur de ton bien et le capital restendu, et là, ça parle en plusieurs millions d'euros. Je trouve que c'est d'autant plus important d'essayer d'éradiquer la partie émotionnelle parce que le capital est beaucoup trop important pour être immobilisé en actifs non productifs, et on en a besoin pour amplifier l'effet de levier. Et ça, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, sur les audits, quand je fais un peu le point, ce qui fait très mal, c'est quand je dis que de mon point de vue, il faut liquider l'ARP. Ça fait très mal parce que souvent, il y a madame qui n'est pas d'accord. Bon, là, c'est plutôt Vincent qui est... je savais pas que Vincent Cassel était si émotionnel que ça. Donc l'idée, c'est que je te voyais plus un peu mercenaire. Non, mais c'est après, quand tu as passé 3-4 ans à faire des travaux un peu énervés, et attention, je suis un mercenaire sur plein de trucs. Mais tu as quand même envie d'en profiter 2-3 ans. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est une question qui est centrale. Dans de l'accumulation de capital, peut-être de première génération. C'est quoi ta CSP d'origine, tes parents? Père RATP, conducteur RATP, ma mère instite, donc classe très moyenne, voilà. Voilà, donc... Comme moi. Mais il n'y avait pas la RATP là où on vivait. C'est une offense à la pauvreté. Quand tes parents gagnent 40 000 euros par mois, tu fais partie de la bourgeoisie française.
Assume, comme dirait le gros. Assume. Assume. Mais la question dans ce qu'on appelle en fait la constitution du capital de première génération, c'est-à-dire que le fait de disposer d'un capital pour la première fois pour une génération, je pense que tes parents n'ont pas de capitaux. Non, ils ont quasiment rien. Et c'est... on en parlera un peu sur les objectifs, mais maintenant, j'ai presque pas besoin de faire d'immobilier, en fait, avec mes business à côté. Mais il y a une volonté de vouloir un jour transmettre à mes enfants. Tu as quand même une vision, pas dynastique, mais tu as quand même la vision de... J'ai une vision de j'étais classe très moyenne et je veux être dans le 0,1%. Oui, mais par rapport aux enfants. Tu es dans la vision de je transmets du capital, etc. Tu n'es pas dans l'importation du concept américain. Il faut rien laisser. Non. Ouais, non, mais moi je pense comme non, toi. pas Mais du tout. C'est vrai que la mode de je laisse rien est tellement forte. Non, mais les mecs qui disent ça, c'est les mecs qui ont 1 milliard. Enfin, tu vois, là on parle pas de. Non, mais c'est même pas ça. T'as beaucoup non, mais voir 200 milliards, tu vois. T'as peut-être sur YouTube où ils le disent aussi, mais tu sais où ils disent moi je veux rien laisser. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Non, beaucoup de gens maintenant. Et de dire il y a laisser et laisser et laisser d'une manière structurelle. Je trouve que par exemple, un parc immobilier, qu'il soit français ou ailleurs, c'est pas de donner de l'argent, tu vois, c'est pas donner la carte bleue et renflouer les comptes de tes enfants quand ils vont sortir et qu'ils vont dépenser 2000 balles pour sortir, pour aller faire les malins. Moi, j'ai un ami, c'était le fils d'un ami de mes parents, tu vois, gros industriel, qui donc une vie très aisée, où le fils, il sortait, le père lui comblait la carte bleue, il avait dépensé 3000 balles en une soirée et son père lui disait rien. Seulement aujourd'hui, il y a eu un petit renversement d'affaires, on va dire. Un revers de fortune. Ouais, et ce mec n'arrive pas, il a réussi à couler un supermarché, c'est pas mal. Il a réussi à couler Le père ou le fils ? Le fils. Il a réussi à couler une agence immobilière et ce mec est un déchet. Parce que, en fait, Ah non, c'est un déchet. T'as dit que c'était un ami. Non, c'est quoi son prénom ? Non, mais ce que je vais expliquer par là, c'est qu'il a été pourri gâté. Mais vraiment dans le sens, on associe gâté avec pourri. C'est-à-dire donner de l'argent sans la valeur de l'argent. Et je trouve que donner un part, tu vas pas donner de l'argent. Mais il va falloir faire de l'effort, il va falloir s'occuper, ça va les habituer, ça va les faire interagir avec des gens, tu vas être obligé d'avaler des couleuvres, tout en fournissant une énorme sécurité pour les enfants. C'est un vrai challenge hein, quand tu as des enfants que tu as connu un peu le besoin, bon, sans faire pleurer dans les chaumières, mais de c'est aussi ça qui nous a construit. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce que tu vas inculquer à tes enfants que ça a été gagné durement, c'est pas ce que tu disais, papa qui te laisse la carte bleue, qui claque 3000 balles, je ferai jamais ça avec mes enfants, ça c'est clair. Pareil, bien sûr. Mais comment tu fais pour que tes enfants aient la dalle, quoi, parce qu'en fait pour qu'ils aient envie de. Après, est-ce que c'est un but dans la vie, j'en sais rien, tu vois, nous c'est notre façon de penser, mais bon, comment tu fais pour que ton gamin moi je pense que soit pas un déchet? Non, mais la réflexion, tu vois, le fait, en fait, je pense que tu es plus sur l'exception que sur la règle. Les gens qui ont de l'argent, bien éduqués, en règle générale, sauf exception, éduquent comme il faut leurs enfants. Pas forcément. Tu vois, là, je vais. J'aime bien quand tu tapes dans la sociologie. Non, mais pas. De redéfinir les concepts. Tu vas voir. C'est peut-être quelque chose dont tu peux pas te rendre compte sur ton origine. Non, mais c'est que tu vas avoir des parents. Tu vas avoir des parents qui vont se sacrifier pour les enfants, qui vont bosser comme des fous furieux, qui vont compenser une absence par du matériel. C'est-à-dire, oui, il va avoir la dernière voiture, il va avoir le dernier téléphone, il va avoir... ils veulent compenser une absence par du confort matériel. J'entends ça. Est-ce que c'est la règle sociologique ou est-ce que T'en as pas mal. Tu sais, moi, quand j'entends ce genre d'argument, ça me fait toujours penser à un truc très simple, c'est que, grosso modo, c'est que on a les gosses de pauvres qui ont la dalle et qui vont s'enrichir, et les gosses de riches qui ont le ventre plein et qui n'ont plus de motivation. Et la conséquence de ça, hypothétique, ça serait une inversion des classes sociales. Ouais. Ce qu'on observe, en fait, c'est exactement une parfaite reproduction sociale. Donc, si tu veux, je pense que quand les gens sont intelligents, ont de l'argent, éduquent leurs enfants, fournissent un capital humain, il y a des accidents. Évidemment, quand tu as pourri ton gosse, il ne faut pas t'étonner qu'il ait aucune autonomie. Mais grosso modo,
Allez, je prends un exemple radical. Bernard Arnault, la préparation des enfants dans la transmission du capital, elle se compte en décennies. C'est-à-dire que ça commence dès la naissance. J'ai envie de dire dès le choix du prénom. Et tu as une planification un peu à la Ruskov, c'est-à-dire que sur des décennies, alors on parle d'un enjeu en centaines de milliards d'euros, ce qui n'est pas malheureusement notre cas, mais Pour l'instant. dans de la bourgeoisie, moi je pense qu'un bourgeois bien éduqué retombe toujours sur ses pattes. Oui, parce qu'il a plus accès à la culture. Et un gosse de pauvre qui a dû épaissir le cuir, il y a encore de grandes possibilités qu'il dérape à l'âge adulte. Ça, c'est mon opinion. Et voilà, on va pas parler des exceptions, mais moi, j'aime bien cette vision réaliste. L'idée de je vais rien leur donner pour qu'ils se démerdent, machin, etc. Non, on est dans un monde capitalistique. Les inégalités sociales, elles commencent par les inégalités familiales. Si tu donnes rien, il va falloir qu'ils se constituent leur propre capital et ça va être très, très, très difficile. Et puis, en leur offrant ça, tu leur permets d'avoir qu'ils aient le temps de réfléchir, même s'ils vont peut-être pas faire comme moi, mais ils auront le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment faire. Quand tu as la tête dans le guidon et que tu dois payer tes échéances tous les mois, et que moi je le vois, tous les potes qui ont grandi avec moi. Aujourd'hui, ils ont tous la tête dans le guidon, quoi. Ils lèvent pas la tête, ils n'ont jamais le temps de réfléchir à leur situation. Et ça, c'est un truc de riche. Pourquoi investir dans l'immobilier quand nous sommes entrepreneurs et que notre activité entrepreneuriale prend du temps ? Est-ce que investir dans l'immobilier va te prendre du temps ? Parce que on peut parler de l'objectif. L'objectif, c'est quoi ? Financier. Alors, perso. LFI, fermez-vous les oreilles. Non, mais en gros, je veux dire, patrimoine net, aujourd'hui, je dois être à 6-7 millions, on va dire. J'aimerais monter, sans parler d'IMO, à peut-être à une dizaine de millions, tout seul, sans parler d'IMO. Et en IMO, j'aimerais monter à 15 millions. 15 millions. Pourquoi 15 millions ? Parce que ça ferait en tout 25 millions. Et je pense que 25 millions, c'est la vraie position du Vachy. Ouais. Il va falloir changer le titre du podcast. Non, après, moi, j'adore ça, en fait. Moi, j'adore les personnalités singulières. C'est pour ça que ça matche assez bien avec Vincent. Chacun sa définition du capital optimal. Lui, c'est 25 millions. Bon, moi, je pense qu'entre 10 et 25, il n'y a rien qui change, sauf si vraiment tu fais appel à du très très haut niveau en termes de service. Attends, le podcast d'IM, il a commencé il y a combien de temps ? Il a commencé il y a combien de temps ? Il y a 2 ans et demi, je crois. Il y a 2 ans et demi, il y a combien d'inflation depuis là ? Moi, il y a un truc qui m'emmerde sur 15 millions, c'est que ça part en une année sur l'entretien du yacht. Ah, ça c'est du gâchis. Non, j'aurais jamais de bateau, ça je peux te le dire. Mais moi je trouve voilà, c'est bien d'avoir son propre objectif. Moi, ça, je pense que depuis l'arrivée du roi du kebab, on devrait le rappeler, le podcast 800 millions. 800 millions. Alors ouais, pourquoi donc tu as une activité entrepreneuriale qui fonctionne, qui te prend du temps. Pourquoi rajouter de l'immobilier à un niveau entrepreneurial ? Alors moi j'ai toujours gagné ma vie en itérant. J'ai fait beaucoup de bêtises qui m'ont fait perdre beaucoup de sous, qui m'ont aussi fait gagner beaucoup. Mais aujourd'hui, arrivé à 43 ans, j'ai des gamins en bas âge, j'ai plus le temps. Et la jauge d'énergie baisse énormément quand tu as des enfants en bas âge. Et en fait, aujourd'hui, il faut si je veux bâtir, en gros, si j'emprunte aujourd'hui à 20 ans, j'arrive après à 63 ans avec le capital amorti. C'est maintenant ou jamais, quoi. Mais j'ai pas le droit, je vais pas perdre encore 5, j'ai fait toutes les erreurs en IMO, je vais pas reperdre encore 5-6 ans à itérer. Non, enfin, de ce que j'ai compris de mes derniers rendez-vous stratégiques, il va falloir structurer tout ça un petit peu plus intelligemment. Et d'ailleurs, je rebondis sur le mentorat. Je rappelle-toi, je devais le faire l'année dernière, le mentorat. Mais je le fais que cette année parce qu'il a fallu que je fasse un petit peu le ménage dans ma tête et dans mes... Il y a ça, et c'est vrai que tu as l'intelligence de prendre le temps de bâtir ton profil d'emprunteur, et la préparation nécessite en fait un espace-temps nécessaire pour pouvoir y aller à fond, mais préparé comme un pro dans l'état d'esprit, dans l'exécution. Et en fait, moi ce qui m'interpelle, parce que c'est assez rare, des gens qui gagnent de l'argent dans leur société d'exploitation, qui gagnent très bien leur vie, se disent: moi, je ne veux pas me faire chier avec l'IMO. C'est pas intéressant. Et on avait la discussion là avant d'enregistrer. Si on prend l'industrie de l'infoprenariat, si on prend l'événementiel et même l'entrepreneuriat, tu n'es pas à l'abri d'un accident. Un accident systémique ou, on va dire, un accident
dans ton business qui fait que le business est capoute et tu n'as plus rien. Et ça, en fait, cette préparation, la considération de cette éventualité n'est jamais prise en compte. Très rarement. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Moi, j'aime bien dire, celui qui capitalise stabilise, celui qui hésite fragilise. C'est beau. C'est Ah là, t'as... Littéraire. C'est de toi ? Impactant. Je vais le déposer. Je vais le déposer. Mais c'est très intéressant parce qu'on va avoir des entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent. Certains vont se dire, ouais, mais le temps que tu vas passer à construire ça, n'est-il pas préférable de le mettre sur son business ? Moi, j'aime bien parler, désolé Fouad, je ne connais pas le terme en français, de hedge financier, d'option à terme. Je construis pour le mettre en sécurité et j'ai une option, si mon business, si j'ai des enfants, si je veux passer plus de temps, mais j'ai une option que j'active. Mais je le construis rapidement, un parc, et si je ne compte pas dessus, dans les objectifs, c'est pas ça qui va me réduire le temps de travail, mais c'est une option à terme, bien sûr, où je me laisse la liberté de l'exercer comme filet de sécurité. Et à un moment où tu en as vraiment besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu n'en as pas besoin, tu n'es même pas obligé d'attendre la fin de l'amortissement des prêts, c'est-à-dire que même si tu arbitres au bout de 10 ans, tu vois, sur la petite cinquantaine, c'est là que tu as besoin d'exercer ton option. Tu peux même être collatéral, même au bout de 10 ans. Exactement, et tu te dis, si je n'ai pas anticipé quelques années avant, je ne peux exercer très peu d'options, voire rien du tout. Mais c'est un peu la paralysie qu'on va retrouver avec des gens. Et tu vois, j'avais envie de poser une question. On est tous jeunes, tous connectés, donc on a accès au même contenu. Et il y a des gens qui te disent, tu vas parler de grosses, tu as parlé de 15 millions. Pourquoi investir 15 millions dans un pays que tout le monde décrit comme fini ? Alors, non, mais déjà, enfin, tout ce qu'on te vend sur Internet, avec l'expatriation, etc., en fait, ça concerne quasiment personne. Enfin, je sais pas, moi, en tant qu'entrepreneur en France, enfin, tous les gens qui regardent ces vidéos, je sais pas, c'est des boulangers, c'est des bouchers, c'est des mecs mais tous les jobs sont en France. Donc, c'est super pour faire de l'infoprenariat, mais il y a personne quasiment qui fait de l'infoprenariat. Donc, en fait, le discours qui est tenu par tous les youtubeurs, les podcasts, etc., où il faut s'expatrier ça fonctionne pas. Et pourquoi faire ? Et la France, c'est pas la France. À partir du moment où t'as réussi à gagner ta vie, enfin où tes besoins personnels sont couverts, ensuite t'as vraiment plein d'optimisations fiscales qui sont possibles. Une fois que t'as de quoi bouffer, en fait, c'est pas tant un enfer fiscal que ça. La France. Et tu vois, c'est quelque chose de très intéressant en matière d'accumulation de capital. J'avais fait j'avais échangé à travers du contenu interposé avec un Olivier Roland qui parlait il faut s'expatrier de suite, c'est la mentalité. Et j'avais parlé, alors je me demandais si Dubaï, pas pour faire de la pub, mais si Dubaï n'était pas un frein à la capitalisation, parce qu'en France, qu'est-ce qui te fait laisser l'argent sur la société et le réinvestir ? C'est l'imposition. T'as envie de t'acheter une Rolex, t'as pas envie de sortir 40 000 balles pour te payer une Rolex 20 000 balles que tu vas peut-être te faire voler, quoi. Donc ça va te forcer à capitaliser. C'est un frein à la consommation du capital. Tandis qu'à Dubaï, le fait qu'il n'y ait aucune imposition entre toi et ta société, et on le voit sur le raisonnement, l'argent de la société, c'est le mien. Oui, c'est sexy. On aimerait tous l'avoir. Mais est-ce que ça te pousse pas à consommer et ne pas voir lointain, en quelque sorte? Je pense objectivement que tous les sous que je gagnerais dans l'immobilier ne quitteront jamais des sociétés. Je pense que ils ne sortiront jamais de société. Et les Fouad a parlé au bout de 10 ans, et moi c'est très intéressant parce que je suis expatrié, je fais le chemin inverse, je reviens en France, j'en ai déjà parlé sur le podcast, et les gens me disent « Ouais, mais tu vas devoir attendre 25 ans ». Et les gens ne voient pas le fait que l'amortissement du capital, et j'aime bien le dire, si j'ai 10 millions sur une SCI, je vends 10 millions dans 10 ans, ce qui sera peu probable, ça veut dire que j'aurais perdu de l'argent techniquement. Je rembourse en linéaire 5 millions de prêts, mais 5 millions de capital que j'ai sur la SCI, si je liquide la SCI, que j'ai une holding au-dessus, ça remonte sans frottement, je peux me le verser sur une autre holding en Europe et bénéficier ce cash. J'ai pas besoin d'attendre. Exit tax ou pas ? L'exit tax, je me serais déjà barré, avec un capital quasiment nul.
Moi, c'est vraiment une. Alors, ma compagne vient de l'étranger, ça a une importance. J'ai la chance de pouvoir travailler à distance, donc de ne pas être tenu par une localisation géographique. Mais au moment où je m'expatrie, l'exit tax, c'est au moment de l'expatriation. Donc, mon capital, mon patrimoine français sera de 0. Allez, peut-être il y aura 200 000 balles, 300 000 balles. Je ne vais pas être concerné par l'exit tax. L'exit tax va plus concerner les entrepreneurs. Et il faut comprendre le mécanisme de l'exit tax qui avait été mis par, j'aime bien dire, il faut toujours comprendre l'intention du législateur derrière ça. Ça avait été fait par Sarkozy, où en fait les gens, imagine tu as ta boîte à vendre, donc tu rentres dans un process de vente. Qu'est-ce qu'ils faisaient les entrepreneurs? Ils se barraient en Belgique. Tu t'installais en Belgique, la vente avait lieu en Belgique, donc 0 plus-value à titre personnel. Donc tu récupérais ton fric et tu revenais en France, net d'impôts. Un an plus tard. L'exit tax aujourd'hui est pour s'assurer que tu ne te barres pas à l'étranger, pour encaisser tes plus-values. Mais si tu te barres à l'étranger, que tu restes, que tu continues de posséder des boîtes et tout ça, que c'est un maintien de 5 ans, il me semble. Je connais pas du tout. Ça a été 7 à 5 ans, mais t'as pas l'exit tax. Et si tu te barres en Europe, t'as pas de garantie à fournir. Donc, mais d'ailleurs, si on peut en parler, tu as eu une expérience sur l'expatriation. Ouais, je suis parti à Maurice après le deuxième confinement en France. Je suis parti m'installer à Maurice pendant 1 an et demi, 2 ans, et j'en suis revenu. Mais c'était super, mais c'est petit. Mais est-ce que tu pour un Parisien, pour un Parisien de l'événementiel, tu dois. Est-ce que tu dois vivre à l'île Maurice toute ta vie pour des raisons fiscales? Alors, pour des raisons fiscales, déjà, tu oublies totalement. Mais sur le alors moi je m'y plaisais plutôt à l'île Maurice, mais quand vous avez une conjointe parisienne, vous oubliez, elle tourne rond, elle pète des câbles, non c'est pas possible. Et fiscalement, de toute façon si tu veux faire de l'immobilier déjà c'est impossible. Et puis, les règles là-bas changent tous les ans. C'est assez instable fiscalement. Alors, je sais pas si je devrais le dire là, mais quand je suis arrivé à Maurice, alors, bon, je me suis mis résident mauricien, pas fiscal, juste résident pour avoir un titre de résidence. Et il fallait que je crée une société. Donc j'ai créé une société là-bas. Il fallait mettre 50 000 euros, je crois. Et 15 jours plus tard, courrier de ma banque. Ils m'ont fermé tous mes comptes pro, tous mes comptes perso. J'avais 10 crédits en cours. Bon, enfin, ils ne te les ferment pas, ils vont juste prélever ailleurs. Mais j'ai eu 2 mois pour donner un nouveau RIB, pour qu'ils balancent. Ils m'ont tout fermé. À cause de quoi? Parce que tu leur as donné l'information. À cause du virement. Oui, je suppose. Ils m'ont jamais donné la raison. Pourtant, et ils sont pas obligés. Ouais, ils m'ont jamais donné la raison. On vous ferme vos comptes machin. Alors, je connaissais en plus les conseillers Ils m'ont dit non, mais ça vient de là-haut, on ne sait pas. C'était le moment où cette banque se faisait racheter par une autre plus grosse banque, donc peut-être que ça a joué un petit peu, mais. Pardon ? Crédit du Nord ? Exactement. Mais là, tu as dit quelque chose qui est ultra intéressant sur l'expatriation et que les gens n'arrivent pas à concevoir. Tu as besoin d'être résident fiscal français pour la levée des fonds. Et même si ta banque te clôture les comptes, ils vont juste demander un autre RIB pour prélever. Ça veut dire que tu peux lever des fonds en France, créer du capital. Oui, ça va coûter. Moi, le retour en France, je n'ai pas de problème à le dire, c'est 150 000 euros. Si je prends tout, charges sociales, impôt sur le revenu, surplus fiscal de la société. Par an, hein. Par an. Ouais, on est d'accord. Et cotisation sociale, mais qui n'est pas un impôt. Mais je considère, ça ne va pas dans ma poche. Vu la tête des hôpitaux, si, c'est un impôt. Bref. Et sur ça, et je dis, ouais, mais après tu peux te barrer. Et moi je dis aux gens qui veulent s'expatrier, décalez votre expatriation de 6 à 12 mois, formez-vous bien, faites une blitz patrimoine, avec ces termes un peu... guerrier à connotation. C'est la guerre économique, c'est la guerre des classes sociales. De quel côté veux-tu faire partie? Et tu vois, de décaler de 1 à 2 ans, tu ne le regretteras jamais. Parce que ce que tu peux faire en 1 ou 2 ans, en France, tu le feras nulle part. Et moi, j'aime bien dire, et il y avait des personnes qui me posaient, ouais, mais 500 000 euros sur 3 ans. Je lui fais, mais même si je lève 1 million sur 3 ans. Il y a un truc qui est hyper important à comprendre, en fait. Déjà, la plupart des gens qui s'expatrient, moi, c'est mon opinion là-dessus, la plupart qui s'expatrient pour des raisons fiscales n'ont pas de capitaux, ou un capital très faible,
ont quelques flux monétaires mensuels intéressants, mais fragiles. C'est le principe d'effectuation. Tu regardes quelles sont tes cartes en main. Donc, tu es français, tu as à ta disposition un levier extrêmement puissant, la France étant un paradis bancaire. Donc, c'est quoi tes cartes en main pour pouvoir, durant le palier 1, constituer ton capital, ton patrimoine. Ensuite, tu peux aller voir ailleurs et voilà. Et c'est vrai que la problématique, c'est que les gens oublient en fait les cartes en main qu'ils ont, ou ne le savent pas, n'ont pas conscience, partent ou incitent à partir avec très peu de capital. Et j'avais vu une vidéo, la dernière fois, j'étais sidéré, quoi. Le gars disait à partir de quel montant on peut partir en expatriation. Il disait, écoute, même je pense qu'avec 1000 ou 2000 euros par mois, tu peux t'expatrier à Dubaï. À Dubaï. Ouais, en plus. Non, mais le gars disait ça. Alors, sauf, bon, je pense que c'est possible si tu vas aller dormir avec dans les chambres de travailleurs et que tu vas manger à Dera, qui est le quartier des travailleurs, où c'est vrai que tu manges très bien pour 3-4 euros. C'est bio? Bah, non, alors, est-ce que c'est propre déjà? Donc, l'organique, c'est déjà mais tu ne demandes pas l'origine de la viande, quoi. Par contre, c'est halal. Donc, ce qui dérange fondamentalement les Français, pour je ne sais quelle raison. Toute la viande est halal en France. Y a pas de, oui, mais tu sais pourquoi? Toute la viande. Bon, il faut pas se faire chier à avoir de. Non, pour une raison beaucoup plus simple, ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart c'est une petite parenthèse, la viande halal est de très mauvaise qualité, donc elle est moins chère, parce que la population qui la consomme en CSP est beaucoup plus pauvre, et donc les gens achètent parce que c'est moins cher. Je tiens à préciser que c'est un discours de foi et pas du mien, parce qu'après c'est moi qui me fais traiter de raciste. Attends, ce podcast, cet épisode est sponsorisé par Délice Halal. Ah, je plaisante, évidemment. Je prône, j'allais dire l'athéisme, non, la laïcité. Mais c'est intéressant parce que moi je trouve que là on a une expérience, quelqu'un qui va pour des raisons, on va dire, de saturation psychique après un Covid très violent à l'île Maurice, mais qui a quand même l'intelligence de revenir là où il faut revenir, avec les bons outils, avec un vrai système bancaire et pas... tu en avais parlé sur le système bancaire mauricien, et j'ai rien contre l'île Maurice, je ne connais pas, mais quelqu'un qui revient et qui essaie d'utiliser les cartes en main qu'il a pour pouvoir en fait bâtir une alternative en essayant d'inclure le futur des enfants. C'est assez rare pour le souligner. Et tu penses que c'est quoi les biais cognitifs qui empêchent les investisseurs de se projeter sur ça? Est-ce que tu avais des biais cognitifs qui... Ah non, mais ouais, j'avais aucun biais cognitif. Vraiment, je suis parti à Maurice parce que... pas sur Maurice, mais sur l'immobilier. Tu dis, j'ai attendu longtemps pour le faire, maintenant je veux plus attendre. Je veux plus attendre parce que je sais qu'en gros, je suis à peu près à l'âge où on finance encore assez simplement. Le beau-frère, écoute bien. Le beau-frère. Ah, tu parles de son beau-frère qui est récalcitrant. Non, c'est pas sûr qu'il est récalcitrante. Non, à 43 ans, faut y aller. T'as 20 ans où t'es tranquille. Après, là, les coûts d'assurance, on s'en fiche, mais les coûts d'assurance après montent au fur et à mesure. On te pose beaucoup plus de questions. Et puis, non, là, je suis encore dans les belles années pour. Est-ce que je vois des Non, après moi, pour avoir fait beaucoup d'immobilier, c'est vrai que j'ai la vision quand même que c'est beaucoup d'emmerdes à gérer. Chaque bien que j'ai eu a été alors j'ai par exemple pendant le Covid, je me suis forcé à lever très rapidement sur plusieurs biens pour avoir des crédits à 1%. J'ai fait l'erreur monumentale de ne pas financer les travaux avec, ce que j'ai regretté après, ce que je ne referai plus évidemment. Je sais plus où je voulais en venir, j'ai pas de réticence particulière sur le fait de lever massivement de la dette. Non. Même en France, dans un pays... Ah non, au contraire. Au contraire. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, avant de te laisser parce que quand tu regardes sur Internet, et c'est très intéressant, et j'en parlais avec les gens, c'est que le négativisme. Ouais, le négativisme. J'allais dire négationnisme. Mais doucement. Là, c'est pour ça que je cherchais le mot. Tu commences à utiliser ce... Non, doucement. Là, oui. Tu peux pas. Non, mais tu vois ce biais négatif qui est très poussé par les réseaux sociaux, t'as des gens, en fait, ils s'en servent presque comme une excuse pour ne rien faire. Moi, j'ai tout le temps le souvenir de mon grand-père, alors ça fait un peu storytelling à la Oussama avec beaucoup moins de talent,
de la fable de celui qui va cueillir la pomme, de l'enfant qui va cueillir la pomme pas mûre. Où le grand-père demande à son petit-fils d'aller lui cueillir une pomme, et il arrive devant le pommier, la première pomme est trop haute, donc il n'y arrive pas. Et il rentre, il dit, son grand-père lui dit, elle est où ma pomme? Et il répond, elle n'était pas mûre. Au lieu de dire, j'ai pas pu l'attraper. Et pour refaire une phrase littéraire, moi j'aime bien dire que celui qui agit grandit, et celui qui gémit s'affaiblit. C'est beau aussi. Ça, c'est pas toi, du coup. Pourquoi Ça, est-ce que c'est de moi aussi. Pourquoi est-ce que tu utilises le verbe gémir? Parce que tu as beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. On pourrait prendre une vidéo. Tu prends une vidéo d'un podcast mauricien. Tu regardes les commentaires. Tu vas vite le voir. Tu prends une vidéo YouTube là sur la note qui est passée de A à plus. Tu vas regarder. Ils sont tous en train de gémir. Attends, tu sais, il y a une communauté d'entrepreneurs. Ah là, ça a dû jaser. Eh ben, j'ai vu un post et ça m'a choqué. Et voilà, et on avait l'impression que c'était une bonne nouvelle d'un expatrié, probablement. Et voilà, et tu sais, les gens dans leur dénigrement, dans leur haine de la France, sachant qu'ils sont principalement en contact avec des Français et pour certains ne vendent leurs produits qu'à des Français. Genre, tu vois, j'ai eu l'impression que c'est la bonne nouvelle. Putain, t'es arrivé à un moment où tu souhaites du mal à ton pays d'origine. Et ça, c'est triste. Et à tes clients. Et à tes prospects. Et à tes clients, quelque part. Donc, moi, j'ai ma théorie économique là-dessus et j'ai envie d'apporter de l'ultra-rationalité et voilà, sur ma façon de penser assez originale. Sur la France sera en crise. Sur les 40 dernières années, la France est en taux de croissance positif de manière discontinue. Il y a peut-être 93 où il y a eu un petit coup de mou, mais la France est en croissance économique depuis 40 ans. Oui, il y a des crises mondiales, tu te prends les subprimes dans la gueule, t'es la France, c'est comme ça, même la Chine, mais la France est en croissance économique sur les 40 dernières années. Ensuite, il y a un autre truc, il y a en économie ce qu'on appelle les cycles Kondratiev. J'expliquais à un client... De 25 ans, non? Ben voilà, ce sont des cycles longs économiques. Et une fois de plus aussi, là où les Français ont été extrêmement brillants, la notion de cycle économique a été inventée par un économiste français, Juglar, qui t'invente la notion de cycle et le mot qui va avec. Il y avait un client qui m'avait interrogé, je lui ai dit, écoute, pour faire couler le navire France, c'est que mon point de vue. Alors les cycles Kondratiev, c'est un peu plus long, c'est entre 30 et 50 ans. Moi, je pense qu'en étant extrêmement pessimiste, il faut un cycle minimum, c'est-à-dire 30, 40, 50 ans. Si tu prends la durée d'amortissement des prêts, on en avait parlé par exemple sur 20 ans, ben, t'attends de faire ton aller-retour. T'attends de même faire rouler la dette. Et le bateau n'a pas coulé. Et moi, je pense que la France, sur les 10, 15, 20 prochaines années, c'est mon opinion, sera en taux de croissance économique positif. Donc, c'est la crise pour tout le monde. Sauf si Mélenchon arrive au pouvoir. Voilà. Alors ça... C'est un signe noir. Alors ça, c'est un signe noir. On peut alors sortir les hypothèses les plus négatives, mais... respecte ma belle-mère parce qu'elle m'a demandé, elle a insisté pour que je vote pour Mélenchon la dernière fois. Je lui ai dit, mais vote contre moi. Mais elle m'a dit, il milite pour moi. Je lui ai dit, moi, il milite contre moi. Donc elle m'a dit, mais pourquoi tu votes pas Mélenchon? Il nous aide. Elle n'avait pas compris que je m'étais extrait de la condition sociale d'origine. Mais voilà, la réflexion est intéressante. 40 dernières années, croissance positive. Bon, positive de combien? Oui, mais attends. Quand on te dit que ça coule, on n'est pas en décroissance. Non, puis on a quand même des groupes bancaires, quoi qu'on en dise. S'il y a un groupe bancaire français qui tombe, il n'y a pas que la France qui tombe. Mais même la Chine met de l'argent. BNP est actionnaire de Aramco, est principal financière d'Aramco. Crédit Agricole a financé le rachat de Twitter. Non, mais après, on pourrait rentrer dans les détails. Patrimoine immobilier des Français, je crois que grosso modo, c'est 14 000 milliards d'euros. Patrimoine de l'État français. Allez, si on veut aussi aller encore un peu plus loin, valeur du fonds de commerce France. T'avais Piketty sur Apolline de Malherbe, je l'ai écouté en venant, qui est intervenu il y a 2-3 jours. Là. D'accord. Ça couvrirait, mais là tu vas avoir les gens qui vont dire ouais, ceux qui écoutent Charles Gave. Oh là là, de la marche, Charles Gave. Il y a qui d'autre? Non mais Charles Gave qui te dit qu'il faut investir au Liban. Et qui te dit qu'il faut être fou pour investir en France. Et c'est là où... qui investit de l'argent tu vois, moi, il y a un point commun que j'ai avec Vincent. Il a un esprit critique quand même assez aiguisé comme le mien.
Et donc, il est capable de traiter l'information. Il est acéré, le tien. Non, comment ? Il est acéré, ton esprit critique. Ouais, mais parfois je me dis, Fouad, arrête d'être réaliste. Arrête, rêve un peu comme tout le monde. Non, mais l'idée, c'est que les gens vont boire les paroles de Charles Gave, mais sur la partie immobilière, il raconte de la merde. Il n'a pas la compétence. Alors, ok, il a géré des fonds, il a dû servir du 3-4%, c'est bien. Il a une culture économique, comme moi. Il est très bon parleur. Il est très bon. Alors, sur les anecdotes, il est brillant. Mais sur l'immobilier, en France, il raconte de la merde. N'écoutez pas Charles Gave. J'aimerais bien qu'on l'ait un coup en podcast. Alors, peut-être que il faudrait qu'on fasse un peu la pupute sur Internet et élargir un peu pour avoir une base un peu plus importante. Mais sur l'immobilier, il raconte de la merde. Et quand sur ses rendements financiers, il est plus proche du livret A que du S&P 500 sur son gestionnaire de fonds. Mais sur l'IMO, quand il te dit il faut investir au Liban, et pourquoi pas en Afghanistan ? Ah si, il a dit que l'immobilier était pas cher et qu'il y avait des opportunités. Près du port. Voilà. Et qu'il fallait... Il y a beaucoup d'Imanais qui nous écoutent, donc on les salue au passage. Superbe pays. Crème de la crème des Arabes. Quelle bonne bouffe. Ah ouais, j'adore moi. C'est pas des Vénitiens. C'est dur à trouver des bons. C'est pas des Vénitiens. Comment il disait ? Non, j'ai oublié. Ouais. C'est comme dire à un Iranien que c'est un Arabe. C'est une insulte, ça. Ouais. Ça, c'est une insulte. Donc, mais l'idée, c'est que c'est vrai que tu as des gens qui écoutent Charles Gave et qui te disent il a dit que c'était mort en France, il faut être fou pour investir en immobilier en France. N'écoutez pas ces tocards. Mais la marche, Paris. Voilà. Ouais, mais moi, j'écoute pas ces gens-là parce qu'ils sont capables de pénétrer ton cerveau par cette négativité qui est tellement profonde. Tu vas voir un marabout, il va te faire le même effet. Hein. Voilà, mais ils sont nombreux. T'en as un aussi qui a basculé pour faire un peu dans le commérage. Idriss Aberkan. Maintenant, il a basculé. Au début, c'était intéressant. J'ai acheté tous ses premiers bouquins. Maintenant, c'est quoi ? C'est une association... C'est le haineux contre la France. Non, c'est pas à Berkane. En fait, tu vois, et c'était. Il y a deux choses pour lesquelles je veux mentionner Arnaud Labossière, aka Tougan. Il a dit deux choses très intéressantes. Si demain tu es un spécialiste sur un sujet et que tu écoutes par exemple une chaîne d'infos ou que tu écoutes quelqu'un, tu vas déceler toutes ces erreurs. Ça va dépendre de ta spécialité. Donc toi, tu vas déceler un discours de Charles Gave qui n'y connaît rien sur l'immobilier et qui va donner du conseil dangereux. Et d'un autre côté, quand tu écoutes Idriss Aberkan, quelquefois, il envoie des pics, tu vois, juridiques pour expliquer son raisonnement. Et il expliquait très récemment dans une vidéo, il parlait de Lukoil. Alors, Lukoil, c'était le numéro 1 russe du pétrole qui était géré par... et on en avait parlé justement avec Arnaud au repas le midi par Kader Skorsky, un milliardaire russe qui a été emprisonné pour 10 ans. Et il disait qu'en fait, c'était un complot des Rothschild pour saisir le pétrole russe. Et comme preuve, il disait, regardez, il a un trust et le protector, c'est la Rothschild et compagnie. Donc, en gros, que Rothschild poussait Kader Skorsky, tu vois, mais un truc complet. Le mec qui écoute ça avec l'extrait où t'as Kader Skorsky qui l'explique réellement. Mais un protecteur dans un trust, c'est la personne qui fait en sorte que tout fonctionne bien et que le trustee fasse bien son travail. Généralement, des grandes banques. Si tu prends, par exemple, le cas de Johnny Hallyday, le protecteur, c'était Bank of America. C'est pas Bank of America qui a tué Johnny pour récupérer ses CD, tu vois, et ses disques d'or. Mais il te balance des choses comme ça. Sur un côté complotiste, il va prendre, tu lui dis que c'est blanc, lui va dire que c'est noir. Et sur ça. Et aujourd'hui, sa clientèle, sa clientèle, c'est pas une clientèle, mais son audience est c'est à cette audience qui parle qui est la plus présente sur les réseaux sociaux. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, si tu veux. Moi, j'écoute plus ces individus parce que tu n'apprends pas, c'est une somme d'anecdotes totalement infondées. Leur fonds de commerce, c'est la haine de la France. Et une fois de plus, j'avais dit, il faut distinguer le dénigrement, la haine de la France et la critique constructive et légitime. Bien sûr, moi, j'ai des critiques constructives à faire auprès de la France. Son éducation des masses médiocre. Je suis pas d'accord avec toi. Sur quoi ? Toi, tes enfants sont en école publique ?
Ah, bien sûr. Putain, tu fais une grosse... Non, ils seront pas pour toujours. Non, mais sur l'éducation des masses médiocres, elle est pas terrible, mais pour avoir pas mal voyagé, mec. Attends, on parle de l'Occident. Non, mais ne sort pas le Vietnam. Dans le monde entier. Mais quand tu reviens en France, tu fais putain. Au niveau global, on est quand même plutôt pas mal. Alors, je vais dire, dans le monde entier, c'est. Mais alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je vais être beaucoup plus précis. Les standards de sous-entendu, il est imprécis. Non, les standards éducatifs ne correspondent pas à mes standards. Oui, tu vois, former l'élite. Attends, je finis. Former l'élite. La France a su pendant des décennies former des élites de très haut niveau. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Je suis d'accord. C'est une éducation élitiste quand même. Et bien même ça, c'est parti en vrille. Donc ça me dérange. C'est-à-dire quand un système n'est plus capable de former des élites, il y en aura toujours des poignées, etc. Machin. Mais aujourd'hui, dans cette masse de médiocrité, qui est pas mal peut-être dans les ordres de grandeur, mais quand tu as des exigences, toi, en tant que parent, et que tu contribues au système de manière excessive, et que la prestation de service pour fabriquer une élite, bah, ça c'est quand même après t'es parisien. Oui. Voilà, alors il y a un regard qui est biaisé. Tu vas en Seine-Saint-Denis, je pense pas que le discours soit équivalent à... il y a le syndrome du Parigot. J'ai grandi à Argenteuil, hein, donc l'éducation elle était clairement éclatée au sol. Mais non, je trouve juste que globalement, la population française, elle est plutôt vachement éduquée. Tu vas n'importe où dans le monde, je te promets que c'est sûr, l'américain. Ah, mais les Américains, c'est. Enfin bon. Ouais, mais t'as pas vu les Américaines qui sont allées à Tunis au lieu d'aller à Nice? C'est des Américaines. Ouais. C'est deux Américaines qui sont allées voir pour prendre un avion. Où allez-vous? Tunis. C'est pas tout à fait. Et elles sont parties à Rome et comprenaient pas. Mais vous allez comment à elles Tunis? ont pu embarquer? Il a fallu scanner le ticket. Mais non, mais en fait, elles ont dû dire. Elles voulaient aller à Nice et elles se retrouvaient à Tunis. Les mecs, ils lui ont demandé où vous voulez aller. Tunis. Tunis. I want to go to Tunis. Et à mon avis, le Rital qui parlait pas très bien, il a dit. C'est dommage, elles ont raté l'excellent couscous tunisien en poisson. Supposed to go to Nice. We told the guy Nice. It's gonna go to Nice. You change the plane later. En fait, tout repose sur un quiproquo. Les deux Américaines ont expliqué à l'aéroport de Rome qu'elles voulaient aller to Nice, à Nice en anglais, et ont embarqué pour Tunis. Non, mais elles y sont allées, je pense. Ah ouais? Non, je crois qu'elles ont changé d'avion. Putain, le choc, t'as l'impression que t'arrives à la place Masséna. Les immeubles orange magnifiques, tu vois, puis là, Monaco. Alors, il y a beaucoup de Tunisiens qui nous écoutent. On les salue au passage. Ne dénigre pas la clientèle. Et pour revenir sur Arnaud, tu vois, et pour recentrer sur investir dans l'immobilier quand nous sommes entrepreneurs, et je le cite et j'ouvre les guillemets, il dit le business en ligne, mais on pourrait retirer le en ligne, mais c'est le casino. Ce qui compte, c'est ce que vous sortez du casino. Le score ne se mesure pas en CA ou ARR, mais en actions, en ETF, en immobilier et Bitcoin. Et en Dogecoin, non. Dogecoin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis totalement d'accord, mais bon. Moi aussi, si tu veux, parce qu'on a des métriques, on veut valoriser l'identité d'un entrepreneur par le nombre de salariés, on essaye de mettre du prestige sur... C'est vrai que si tu as une boîte avec 250 salariés, c'est très prestigieux. Mais j'aime pas ce terme. Oui, mais bon, si tu sors 150K et puis que tu as fait l'esclave pour manager tes 250 personnes, est-ce que vraiment c'est intéressant? Je pense que non, donc je suis totalement d'accord. Pareil. Pas mieux. Passons sur les difficultés quand nous sommes entrepreneurs, même avec un code APE normal, pour investir massivement dans l'immobilier. Déjà, moi, j'ai une question avant de te donner la parole sur, tu sais, il y a la stratégie du signe blanc, le pivot, que je t'ai recommandé et tu as la discipline pour le mettre en place. Mais quand tu veux emprunter, est-ce que tu as eu de la difficulté en tant qu'entrepreneur, qui est quand même la typologie d'emprunteur la plus détestée par les banques? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans tes différentes demandes de financement jusqu'à présent ou pas? Non, à titre personnel, non, jusqu'à un certain montant. Ouais. En gros, tu es plafonné à 1,5 million, 2 millions. Ok.
C'est le plafond. Quand t'es un entrepreneur qui réussit bien avec des bonnes commissions CB pour la banque qui les arrange de l'autre côté. Tu mets le PNB avec ta boîte aussi. Exactement. Mais donc ça veut dire, mais t'es plafonné à partir de, je crois que c'est en gros 1,5 million. C'est bon. Non, mais là c'est terminé quoi. Donc porte close. Tu penses que sur un objectif à 15 M, en conservant ton identité actuelle d'emprunteur, si on pivote pas, tu penses que ça serait beaucoup plus difficile? Si je pivotais pas, ce serait impossible. Sauf si j'ai à chaque fois 30% d'apport par bien. Là, tu vois, c'est très intéressant parce que je me suis amusé à faire le calcul et je me suis mis les notes. Parce que en gros, un entrepreneur n'a pas le profil apprécié auprès des banques. Par contre, il peut avoir des cartouches auprès de sa banque. Exactement. Mais sa banque, il y a ce qu'on appelle un comité d'engagement dans une banque, et le niveau de risque, comme tu l'as dit, va être vite atteint, même si tu as des bilans et tu as un historique en plus. Oui, tu sais, quand tu fais une demande de crédit perso en tant qu'entrepreneur, c'est 3 ans de bilan, on te scanne, mais laisse tomber. Donc 3 ans sur chaque bilan de chaque boîte, les relevés de banque sur je sais pas combien d'années, même en perso, les avis d'imposition sur X années, on scanne toute ta famille, tes gosses. Et la moindre variation est sujet à discussion. Oula. Alors si en plus tu as eu le malheur d'avoir un petit peu de crypto à un moment, Et sans parler du code APE là. Ah oui, non, à titre pro, quand tu balances un code APE qui leur plaît pas, j'ai fait le tour des banques là pour l'affaire que j'ai reprise il y a pas longtemps. J'ai fait le tour des banques. Il y a que celle sur laquelle je suis actuellement qui a accepté de me suivre parce que j'ai trouvé un organisme de cautionnement ultra spécialisé, machin. Mais sinon, toutes les autres banques, elles n'ont même pas étudié mon cas. Oui. Et ils ont 7 minutes en moyenne pour étudier un cas. Donc le banquier, il préfère le foutre de côté, qui te finance toi ou Micheline, juste après, qui peut lire en 3 minutes. Il sait même pas lire les bilans, le banquier particulier. Il sait pas lire. Il sait pas ce que c'est un compte de résultat. Il va pas le comprendre. Il a même pas envie de l'étudier. Et l'entrepreneur, et ça c'est marrant, et beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent. Et j'avais partagé sur LinkedIn, j'avais partagé un post d'un mec qui se révoltait parce que la banque lui avait refusé un prêt et qu'il était entrepreneur. L'entrepreneur, j'aime bien dire, c'est un rebelle de nature. C'est un anticonformiste. Quand on devient entrepreneur, on est rarement conformiste, sans être dans la philosophie. Et il pense automatiquement que la banque va s'adapter à lui. Genre, bonjour monsieur, comme s'il était Bernard Arnault. Ah, c'est sûr, si tu arrives Bernard Arnault, on va pas te demander tes 3 derniers bilans. Combien vous voulez, sur quel compte. Et il est très simple, comme tu le dis avec le pivot, de se construire un profil sur mesure pour les banques. C'est très dur également quand tu es entrepreneur. Tu vas être en face de conseillers spécialisés LinkedIn qui vont te dire la holding, la SCI, sur ça c'est très facile, tu prends l'argent et tu le mets. Tu mets l'apport. Ce montage implique de l'apport et il faut raisonner sur le rendement de l'apport. En quelque sorte, tiens, si je mettais cet apport en construction du profil emprunteur, combien je pourrais lever en une année avec cette méthode, tu vois, arriver avec la SCI 20% d'apport, et si je mets cet argent dans la construction de mon profil emprunteur, combien je peux le faire? Moi, j'ai fait le calcul pour moi sur les chiffres que j'ai donnés précédemment. Et Fouad, tu peux me corriger si tu penses que les chiffres sont incorrects. Je pars du principe qu'avec 150 000 euros d'apport, non optimisé, sans les techniques, tout ça, mais je pars du principe que si je mets 150 000 euros d'apport, je finance 750 000 euros par an. T'es assez pessimiste, mais disons, évidemment, ok, mais je pense que... Non, mais sur une personne lambda. Oui, bien sûr. Avec un historique de moins de 3 ans de société. Facile. T'es sur des budgets comme ça. Donc, je ferai 750 000... Allez, mettons 1 million d'euros. Mettons 1 million d'euros et disons que c'est 15% d'apport. Là, on est un peu plus optimiste quand même. 1 million. C'est-à-dire que sur 3 ans... Mais pas irréaliste. Pas irréaliste, mais sur 3 ans, je fais 3 millions. Avec cette méthode. Je ne peux pas décupler le nombre d'opérations puisque je vais être limité par l'apport. Alors, c'est sûr, si j'ai 3 millions sur le compte, il n'y a aucun souci. Le coût fiscal de me construire le profil va être le même budget. Donc, à partir du moment où je fais plus d'1 million par an de levée de fonds, je suis gagnant.
de le mettre en création du profil emprunteur. Et sur 3 ans, avec le profil emprunteur que tu connais, les chiffres que tu connais, la rémunération nette que tu connais, sans forcer. Mais j'ai fait tu vois, c'est marrant, j'ai fait ce calcul hier, en fait, en échangeant avec un signe noir qui est entrepreneur, qui est dans le consulting, et il me dit, ouais, ce qui est dur, c'est le pivot. Il y a beaucoup de gens qui refusent de pivoter. Donc, pivot en signe blanc. Entrepreneur, devenir salarié de sa structure, attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Ouais, il y a toute une stratégie. Voilà, il y a une synchronisation. Même la forme de la société, la dénomination de la société est importante. N'allez pas improviser en disant que la méthode ne fonctionne pas. Mais ça vous coûtera moins cher de vous former. Et il me dit, ce qui est dur, Fouad, il me dit, écoute, ce que tu dis est extrêmement pertinent, mais ce qui est dur, c'est le coût du pivot. Je lui dis, écoute, on fait des calculs. Je lui dis, tu as quelques notions élémentaires en mathématiques financières. Il me dit oui. Je lui dis, on prend un des chiffres simples, 10K, c'est de rémunération, parce que là, on est sur de l'URL en TNS, donc ça fait 45% versus 80% de cotisation. Donc je lui dis, tu payes 8K. Je ne vais même pas dire la différence entre les 45 et les 80%, on prend la totalité. 10K, tu as 8 000 € par mois de cotisation. Donc grosso modo, tu es à... 96 000 annuels. Voilà, allez, disons 100. Tu fais un blitz sur 3 ans. Bien préparé. Tu es à 300. Je lui ai dit, écoute, je vais te poser une question très simple en mathématiques financières. Tu mets 300 000 € dans la machine. Là, on a un dimensionnement qui est intéressant. Un peu l'équivalent de notre ami Vincent. Tu mets 300 dans la machine, tu récupères 10 M. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non? Je te pose la question, Vincent. Tu vas dire quoi? Tu me prends pour un con, quoi? Tu me prends pour un débile. Non, mais tu vois, il y a une chose, et ça, en fait, c'est une erreur. Et tu vois, c'est pour ça que je parlais avec Vincent sur l'expatriation, tu vois, même quand ils t'ont fermé les comptes. C'est parce que les personnes ont un problème de temporalité. Ils voient une dépense immédiate sur quelque chose qu'ils vont obtenir dans 20 ans. Et une fois, moi, j'avais posé la question d'une manière différente, et les gens que j'ai eus reconnaîtront cette méthode. J'étais dit, allez, sur 3 ans, 500 000 balles. Sur la stratégie. Éclaté sur 20 ans, c'est 25 000 € par an. Si je lève 3 millions, c'est pas une grosse somme sur 3 ans. J'ai des gens sur PX qui font 2 millions en 18 mois avec un profit 3 fois inférieur. Donc c'est réalisable. Et je dis, imagine, je viens devant toi, Vincent, je te pose une valise de cash. Là, tu vois, on l'ouvre. 3 millions en billets, tu peux les toucher. Il y a le ticket de caisse pour l'origine des fonds et tout ça. Et je dis, tu vas avoir 10 secondes pour décider. Voici mon RIB, je veux une annuité de 25 000 € par an sur les 20 prochaines années. Et quand tu arrives à la fin de la dernière annuité, tu récupères tout le cash. Et je laisse l'argent chez toi. Tu dis oui, tu dis non. Moi, je dis non. Ah oui, moi aussi je dis non. 25 000 € par an? Non, mais c'est une blague. Et en fait, c'est là que sur le pivot, et n'hésite pas à insister sur ça, les gens associent le pivot sur toute la durée du prêt. Et il faut le dire que c'est sur la levée de fonds. Ouais, c'est important. Si tu fais ça sur 4-5 ans, au bout de 4-5 ans, salut, tu repasses au dividende ou tu repasses au... Voilà. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant en matière psychologique, c'est que les gens abandonnent leur ambition pour 300K. Et attention, je dis pas que c'est rien. Mais pour 300K, ils abandonnent leur ambition de 10M. Si tu n'es pas prêt à investir dans ton profil d'emprunteur pour le bâtir, laisse tomber l'ambition. Elle n'est pas pour toi. C'est aussi simple que ça. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont refusé d'investir dans leur profil d'emprunteur. Et moi, je suis obligé d'être honnête quand je fais un... C'est vrai que je veux dire, je bosse pas pour la Sécu, pour l'URSSAF. Ça fait beaucoup plus de cotisations sociales. Je ne suis pas intéressé sur le montant, sur l'augmentation. Mais tu es obligé de dire la vérité. Tu n'es pas un affilié? Non, je ne suis pas un affilié. Mais quand tu maîtrises la technique, la stratégie, que tu as la vision, tu es obligé d'être honnête avec le gars qui paye pour avoir un audit. C'est comme, il y a un client qui était au Mastermind, le signe noir, les 2 derniers jours. Tu m'avais dit, ouais, c'est qui? Et tu vois, sans rentrer dans les détails, il ne fait pas de prêt pour des raisons religieuses. Mais le gars m'a dit, écoute, je viens quand même au mastermind, je pense que je peux apprendre beaucoup sur la stratégie, sur
sur la structuration, sur le compromis, sur la psychologie, etc. Et il m'a dit, écoute Fouad, moi j'ai trouvé que tu as été extrêmement intègre quand je t'ai demandé est-ce que PX est intéressant pour moi ou un mentorat. Et je lui ai dit, écoute, tu ne fais pas de prêt, nos stratégies sont fondées sur l'exploitation du système bancaire français, ce n'est pas pour toi. Et il m'a dit, écoute, la plupart des gens auraient vendu leurs produits. Mais tu ne peux pas vendre un produit quand tu sais que la personne ne peut pas l'utiliser. C'est marrant parce que je lui ai dit exactement la même chose hier soir. J'ai fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu as un niveau d'intégrité qui est équivalent au mien ? Supérieur. Supérieur. Mais voilà, donc l'idée, tu vois, moi je trouve que Vincent a fait un effort quand même significatif. Et c'est vrai qu'il y a un billet c'est quand dur, même. hein. Ça fait mal tous les mois. Quand tu lâches très mal, surtout quand tu vois. 4 plus. Moi, j'ai compté 117 000 euros par an. Ouais, en cotisation ou en rémunération ? Non, avec REM et avec l'IR à payer, avec le etc. Quoi. Moi, je compte. À mon avis, c'est plus. Non, je parle en cotisation. Hein. Cotisation plus impôt sur le revenu. Ah oui, là, mais pas la rémunération. Non, la rémunération, elle est dans ma poche. Alors, il y a un gars qui a calculé justement avec la REM et je lui ai dit, mais la REM, c'est ton. Moi, je suis à 150 parce que je pars du principe. C'est mon effort fiscal total. Même si je me verse des dividendes là où je réside, je suis imposé à 0. Donc sur le dividende, j'ai juste une retenue à la source de 5%. Bon, ça n'a pas d'importance. Moi, mon effort fiscal, charge sociale, impôt sur le revenu et augmentation légère des frais de structure m'imposant le retour en France. Hein, je suis obligé de créer la structure qui a des frais importants. Je suis à 150K, donc on est à peu près, à mon avis, sur la même tranche de rémunération. Moi, j'ai une question, Vincent, pardon. Est-ce que tu as peur, façon de parler évidemment, mais est-ce que tu as des craintes que ton business s'arrête ? Alors, sur la profitabilité, sur... j'ai déjà switché. Est-ce qu'il y a de l'incertitude ? C'est quoi ton sentiment depuis là-dessus ? Une dizaine d'années, je switch déjà de l'événementiel vers des fonds de commerce un peu plus traditionnels. C'est la même activité, mais je vais avoir plus de récurrence parce que c'est des fonds de commerce. Donc, cette peur, je la comble déjà par ça. Mais il est clair que l'événementiel, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu comparatif on peut comparer à l'infoprenariat. Le jour où tu as une galère, et moi j'en ai connu pas mal en France, hein, les attentats, les grèves SNCF sur des périodes stratégiques, le Covid, le je sais pas quoi. Voilà, j'ai eu plein de fois des arrêts totales. Et donc dans ce cas-là, t'as plus rien. Là, tu transpires. Là, tu transpires. Et si tu as des fonds de commerce, moi, en l'occurrence, les fonds de commerce étaient aussi fermés, mais si tu as des fonds de commerce qui te permettent tu peux te reposer sur quelques salariés, ou voilà. Donc, si tu arrives en plus à ajouter une brique d'immobilier à long terme, ouais, voilà, je vais dormir tranquille. Et l'IMO sur l'actif physique, palpable, ça te rassure du coup par rapport, je parle psychologiquement, économiquement évidemment, mais est-ce que l'IMO sur sa caractéristique physique, c'est tangible, voilà, ça contrebalance psychologiquement, parce que c'est vrai que ton fonds de commerce c'est du vent, on est d'accord là-dessus. Je dis pas que c'est rien, mais c'est du vent, c'est de l'immatériel. Donc tu vends de l'expérience, tu vends quoi d'autre le soir, tu vends des gin tonic et des... Oh, Hendrix. Tu vends de l'alcool, c'est pas bien ça. Hendrix, ça dépend, si t'as les moyens, sinon ça sera plus Gibson. Ah mais putain, tu peux te le garder, je viens pas te voir le Gibson. Non. Pas pour toi. Si tu viens, je te sortirai les belles bouteilles. Donc, pour revenir, pour avoir ton... Je vais te couper 5 secondes. On parle souvent de signe noir, d'éléments signe noir. Un événement improbable, mais d'une force redoutable. Est-ce qu'en France, la grève de la SNCF ou de la RATP est un signe noir ? Non, puisqu'elle est récurrente. Ah si, moi, c'est un signe connu. Ça a été je vais pas te dire précisément quand, mais j'avais une activité principale d'événementiel qui était sur une date annuelle particulière où je faisais 1,2 million de chiffre d'affaires sur cette date précisément, et qu'en 2 années de suite, tu te prends les grèves SNCF sur cette date en particulier, ça te cartonne. C'est Noël, jour de l'an, ouais. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est salaud quand même de faire une grève le jour de l'an. Ah ouais, ça c'est... Je te les remplacerai par de l'IA, moi, les pilotes de la SNCF. Mon père travaillait à la RATP, je te rappelle. Donc, je parle de la SNCF. Et ce qui est très intéressant, sur les signes noirs, le besoin de se sécuriser, il y a une seule différence avec l'infoprenariat et ton activité. Je dirais que ton activité n'a pas trop apprécié le confinement, les infopreneurs l'ont particulièrement apprécié. Ouais. C'est l'inversement, c'est la seule différence. Mais c'est de transformer des flux
de trésorerie confortable en capital productif, en sécurité. Et c'est très dur. Et ça, pour pas que les gens nous disent, comme tu le disais, affiliés au centre des impôts et tout ça, ça fait mal de les sortir, les charges sociales et tout ça, surtout pour voir ce que tu récupères en face. Alors, ce sont des cotisations et pas des charges. Oui. Charges, selon les gens de gauche. Moi, j'ai une autre question. Sur les moyens de t'enrichir, ok, il y a l'IMO, parce que quand tu as aussi le dénigrement de l'immobilier, la question que je me pose, c'est quoi les autres moyens de s'enrichir? Il y a l'entrepreneuriat, tu es déjà dedans, tu as l'IMO. Donc, pourquoi pas d'autres moyens d'enrichissement et est-ce que tu as essayé et pourquoi pas d'autres choses? Tu veux dire quoi d'autre chose? Des cryptos, je sais pas, quels d'autres moyens de s'enrichir? Alors, j'ai essayé sur les cryptos pendant longtemps. J'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup perdu. J'ai surtout beaucoup perdu de temps. Enfin, j'ai passé un temps, et puis tu vieillis quoi. Vraiment sur les cryptos, j'ai dû m'y intéresser pendant 6-7 ans. C'est un puissant fond. Et j'y touche plus, je regarde plus depuis un an. Tu vois, je suis en sevrage. Donc stressé. Ça te prend de l'énergie. Ça te pompe beaucoup d'énergie. Mais c'est pas, tu as l'équivalent dans du trading classique sur tous les mecs qui traitent des revenus qui... passifs. Ah, non, qui font 20% par mois, et t'as envie de leur dire, va bosser chez Goldman Sachs, ils te payeront 10 fois plus que ce que tu vends en formation. Quoi. Non, il n'y a rien de passif. Et au final, tu passes tellement de temps là-dedans que tu perds sur tes business. C'est horrible. Moi, j'avais une position qui était ouverte, et merci. Là, on peut le remercier. Là, moi, j'ai envie de dire merci Macron d'avoir fait là. J'avais une grosse position short sur le CAC 40. Short sur le CAC 40 ? Ouais, short sur le CAC 40, et merci la dissolution. Mais tous les matins, tu regardais, ça n'arrêtait pas de monter. Et ça a sorti, et je vois ce que tu veux dire, tu penses qu'à ça te prend... T'as la notification sur le téléphone, t'as peur que ça soit l'appel de marge. Tu regardes chaque tick sur ton TradingView, c'est horrible. Mais ça t'apprend beaucoup aussi sur ta psychologie. On a tellement de biais. C'est à la fois super intéressant et à la fois c'est un truc que tu peux faire un peu plus tard, peut-être quand t'as déjà constitué ton capital. Tu vois, moi c'est ce que je disais. Fouad me dit, ce que je mise en bourse, je mets 50 000, prêt à perdre. C'est que sur de l'indiciel, avec effet de levier. Tu mets tout ton capital en bourse? Non, j'ai emprunté. C'est pour ça que je te demandais le Cofidis. Est-ce qu'il rentre dans le... Est-ce que je dois le déclarer, le Cofidis? Je mets que je suis prêt à perdre et je sors tout le plus à la fin de l'année et je repars avec 50 000. Parce que quand tu as un peu trop sur le compte, mais tu vas prendre des positions plus grosses et tu vas perdre beaucoup plus rapidement. Il y a un biais enfin, quand tu gagnes des sous en bourse, en crypto, ce que tu veux, il y a un biais qui est horrible, c'est que l'argent que tu as gagné grâce à ça, tu es prêt tu fais beaucoup plus facilement n'importe quoi avec cet argent, tu ne le considères pas comme le capital que tu as fait au départ. Ouais. Tu es prêt à prendre beaucoup plus de risques sur les gains que tu as fait, alors que c'est complètement con. Mais c'est un biais que tous les jeunes traders ont. C'est pas des traders, la plupart sur Internet. Oui, non, bon, ok. Ouais. Et ce biais, il est des youtubeurs traders, on va dire. Youtubeurs traders, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Fouad? Je te vois pensif. Non, je réfléchissais à... Je trouve ça intéressant. Tu as fait une remarque sur... quand tu as du capital, tu peux aller jouer sur une partie de ton rendement. Mais là, on parle une fois de plus. En fait, le problème, c'est que les gens confondent les phases, les paliers. Palier 1, constitution du capital. C'est son palier, c'est encore le mien. Un jour, ça sera peut-être le tien. Une petite balle perdue, non? Tu m'as taillé hier quand même, hein. Ce matin en plus. Comment ça, je t'ai taillé hier? Je t'ai corrigé. Je t'ai corrigé. J'avais des clients à ton événement. Je voulais de la qualité. Alors, la majorité étaient des clients que j'ai dû rééduquer pour pouvoir les ramener au palier 2, tu vois. Mais non, l'idée, c'est que les gens comprennent rien, malheureusement. Enfin, façon de parler, évidemment, mais palier 1, constitution d'un capital. Palier 2, capital, rendement. Là, on peut faire on peut jouer avec le rendement, une partie du rendement, mais là, on est... Et c'est intéressant parce que tu vois, tu as dit, quand j'ai du capital, on peut aller machin sur... Et ça, c'est intéressant comme philosophie, puisque tu as quand même bien structuré ta pensée sur capital,
en constitution et ensuite on travaillait avec le capital. Excusez-moi 5 secondes. Je voulais prendre l'exemple d'un... je voulais te l'envoyer. J'ai complètement oublié sur la linéarité de la constitution du capital. Je ne sais pas si je l'ai sur ce téléphone. Je vérifie. Excusez-moi, c'est vraiment de... je ne l'ai pas sur ce téléphone. C'était un mail, je te l'enverrai, d'une personne qui a un cheveu sur la langue. Infopreneur en Estonie, un docteur en TVA, si tu vois ce que je veux dire. Balance des blazes. Balance des blazes. Non, confidentiel. Avec Vincent sur WhatsApp, les cochonneries qu'on s'envoie en termes de commérage. Ah ouais. Et à lui, est-ce qu'il paraît, il a payé 50 000 balles tel intervenant et machin, etc. J'ai un pote, bon, toujours dans l'événementiel. Je sais pas si je devrais le dire, c'est pas grave, on s'en fout. Un très gros de vos concurrents. On a des concurrents sur le podcast d'ISM. Non, un concurrent bodybuildé qui a laissé une très très grosse ardoise à Paris là. Oh, très Je vois pas qui c'est. ça commence par Christophe et ça finit par Offer. C'est sur son W20. Voilà. Il le refait. Il doit le refaire. Je sais pas s'il va le refaire avec les mêmes personnes. Ouais. Il a pas rattrapé avec un an de retard. Je sais pas. Écoute. Parce qu'il a partagé sur Je trouvais ça très honnête. Une perte de 1,8 million d'euros sur je pense que c'était ça le chiffre qu'il avait mentionné. Ouais. Il a partagé sur le. Je suis pas au courant. Je regarde. D'accord, je sais pas. Où il a annoncé donc que c'est de notoriété publique. Et Maxence Rigotier, pour ne pas le citer non plus. Un ami à toi. Un ami, il se voit milliardaire à l'âge de 64 ans. Mais tu as un mail, je te l'enverrai, et le milliardaire. 1 milliard d'euros. Bon courage. Moi, je sais plus quoi dire avec ces... Moi, j'ai l'impression de même pas être un ambitieux avec les 10 M qui, au passage, concernent une poignée d'individus qui les ont réellement fait. Et tu as la mode du 100 millions. Et maintenant, tu as une nouvelle mode qui émerge. La billion dollar compagnie, le milliard. Et j'ai envie de leur dire, arrêtez s'il vous plaît, par pitié. Si, avec l'IA. Avec l'IA. Avec l'IA. Pitié, changez d'unité de compte. Non, mais le 100 millions... Ou de monnaie. Tu vois, c'est en Thaïbat ou en... Voilà, ou en roupie. Moi, en Indonésie, tu vois, à Bali, je suis milliardaire. T'es milliardaire? Je suis milliardaire. Multimilliardaire. En dizaines de milliards. En dizaines de milliards? Ouais. Tu devrais le mettre sur LinkedIn. Milliardaire. Voilà. Milliardaire immobilier. Non, mais aujourd'hui, c'est le problème des réseaux sociaux. Je pense que le problème des réseaux sociaux, c'est une course à la carotte. Donc, au départ, ensuite, il fallait mettre 5, ensuite, il fallait mettre 10, ensuite, il fallait mettre 100 parce que le concurrent avait mis 50. Donc, t'es dans une sorte de course à la promesse. Et c'est très marrant parce que en niveau marketing, sur les dernières années, les promesses ont dû baisser par rapport aux promesses post-Covid, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, avant, tu sortais du Covid, on te disait 20 cas par mois en 28 jours. Après, on est passé à 10 cas par mois en 90 jours. Et ça, c'était je pense, la promesse à l'époque de l'associé de Yomi Nenzel, qui était dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, on te le dit en 1 an. Tu vois, donc la promesse a baissé parce qu'elle ne paraissent plus crédible. Et les gens te sortent des résultats, des chiffres à 100 millions. Et je pense qu'on pense à la même personne, où tu as envie de lui dire, je suis prêt à parier. Je suis prêt à parier que tu n'y arriveras pas. Que tu n'y arriveras pas. Mais tu seras. Et je vois pas l'intérêt de la frustration d'annoncer partout un objectif que tu n'atteindras jamais. Mais ça utilise des multiples sur l'investissement et tu dis ouais, j'ai bien choisi ma start-up. Mais vas-y, mets ton capital dessus. Hypothèque la baraque, quoi, tu vois. Mais si tu veux, les gens dans leur psychologie, on va dire leur psychologie sociale, sont passés, considèrent l'objectif comme un marqueur social. En disant,
en fait, en affirmant, voilà, moi j'ai un objectif à 100 M, tu as l'impression qu'il y a une valorisation sociale, socio-économique de ton objectif qui est, le mot que tu n'aimes pas, qui est perçu comme prestigieuse, comme noble. Et en fait, l'idée de dire, voilà, moi j'ai un objectif à 100 M, on a l'impression que les gens pensent que les autres vont valoriser, et c'est peut-être le cas d'ailleurs, hein, parce que les gens sont assez cons ou n'ont pas assez de discernement pour pouvoir évaluer la pertinence d'un objectif. Mais le fait de dire, voilà, moi, grosso modo, j'ai un objectif à 100 M, c'est perçu comme je pèse 100 M, je vais peser 100 M. Donc tu as ça aussi sur le marqueur social en se disant, mon objectif, c'est mon identité. Ouais, et je cherche à impressionner. On en parlait dans le podcast sur le discernement, où tu avais par exemple Hakim Benotman qui avait commencé 120 millions de fortune personnelle. Il a combien de milliards maintenant là c'est exponentiel. C'est exponentiel. Ça varie plus vite que Elon Musk quand il se battait avec Trump. On est passé à 120 millions. Après, il a dit, j'ai un groupe avec mes participations, ça vaut 500 millions. Ensuite, il est monté à 800, je crois, après. Alors, ensuite, il est monté au milliard. Le milliard, ça faisait un peu gros, tu vois. Il y avait des gens qui se disaient, c'est un peu louche. Après, mais surtout à 1 milliard, qu'est-ce que tu foutrais sur YouTube avant des formations? Enfin, il y a un moment, Non, mais à faire des challenges, surtout. Et ensuite, ça rebaissait à 800. Le challenge... Avec un objectif à 3 milliards. À 3 milliards. Là, il n'y a pas de rapport de commissaire aux comptes sur la valorisation actuelle de la société. Il serait très facile de sortir un rapport. Lorsque tu as une société qui détient 800 millions d'actifs, sors-moi le commissariat aux comptes. À mon avis, tu rentres dans la catégorie de ceux qui ont besoin d'un commissaire aux comptes, même à l'étranger sur ce type de détention. Même à Dubaï, à mon avis. Il faut pas dire que, tu vois, et je suis pas d'accord avec toi là, c'est pas parce que tu vas sur les réseaux sociaux que tu as constitué quelque chose que ça veut dire que t'as rien. Je n'ai pas dit ça. Ces dernières années, t'as de plus en plus de grands patrons, par exemple, qui passent sur la martingale. PDG d'Accor, Carlos Ghosn, Crédit Agricole, donc des pointures. Il y a un besoin de maîtriser la communication des réseaux sociaux. Et j'aime bien l'explication, et encore, c'est un contenu d'Arnaud, alias Tougan, qui a fait une vidéo sur le blitz qu'a fait Alex Hormozy, qui a fait en 8 heures 100 millions d'euros de vente. En 8 heures... c'est la star, c'est la star. Non, mais avec plusieurs années cumulées de préparation, d'action. Mais c'est pas en 8 heures mais c'est la puissance des réseaux. C'est la puissance de décupler des réseaux. Une société... je pense pas qu'il ait une équipe de 350 personnes dans sa société. Tu parles de qui? De quelqu'un comme Hormozy. Je pense qu'il a une structure très simplifiée. Et de voir la puissance en vendant un livre. Et des points additionnels. Donc aujourd'hui, les réseaux peuvent te donner une puissance s'ils sont maîtrisés, une puissance en termes de financement, sur des levées de fonds, même sur des grands groupes peuvent s'en servir si tu as la maîtrise de ça. Mais il y a une différence, et je suis totalement d'accord, en train de faire des challenges, des vidéos où tu expliques que tu as vu Zidane en classe éco. Et 2 fois. Et 2 fois. Et bientôt, il va nous dire qu'il pilotait l'avion, quoi. Mais je reviens pour apporter un peu de technicité, non pas que t'en apportes pas, mais... Tac. Non, mais ça me fait penser... Le laisser. Tu sais, c'est le manque de confiance qui parle. Mais alors, j'ai une confiance en moi qui est très forte, donc malgré... T'es sûr ? Malgré une éducation basée sur l'écrasement de l'identité de l'enfant. Bref, il y a 2 choses, en fait. La définition de ton objectif, arrête de la prendre en fonction des réseaux sociaux. Il faut définir un objectif en fonction de ton pédigré. Je suis désolé, mais tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas calibré pareil. Je dirais, avant de parler de pédigré, peut-être de parler de compétences. Dans le pédigré, j'intègre le capital humain. T'intègres le capital humain. C'est la première chose que j'intègre. Arrêtez avec des objectifs d'Américains. Est-ce que tu as besoin de cet argent? Est-ce que tu vas accepter de vendre ton temps, ton sang, ta sueur, etc. pour atteindre un objectif disproportionné? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, moi, je travaille beaucoup sur ma capacité d'absorption informationnelle. J'ai regardé une interview. Bon, c'est dommage, elle était hyper intéressante, mais les questions, elles étaient débiles.
Pierre-Édouard Stérin. Ça vous parle, là, le fondateur de Smartbox. Smartbox, ouais. Oui, le financier de l'extrême droite, Ouais, mais celui tu vois, qui voilà, est catalogué comme... Voilà, c'est tout ce qu'on a retenu, mais les gens retiennent ce qu'il ne faut pas retenir. Il est en train de racheter le Parisien, je crois. Je sais pas, mais l'idée, c'est que il avait une fortune d'1 milliard. Et le gars a cédé 99% de sa fortune d'1 milliard. À une fondation ? À une fondation. Et déjà, premier point, il y a un moment donné, l'horizon, il annonce l'horizon temporel. À votre avis, quel est l'horizon temporel ? Le siècle. Un siècle, je vais dire. Alors, 99 ans. Le patron de, comment il s'appelle, le japonais qui a monté la banque, SoftBank. Voilà, SoftBank. Lui, il te le définit comme ça. Ans. Voilà, j'ai un horizon temporel de la durée de l'empire colonial français, à savoir 350 ans. Donc déjà un gars cultivé, tu vois, qui comprend le passé prestigieux de la France. Non, le gars, tu sais ce qu'il te dit ? Horizon temporel infini. Donc déjà, tu vois le niveau intellectuel dans son paradigme. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il lui dit, mais je peux te demander combien tu as gardé ? Donc pour vivre, pour bouffer. Il a gardé 1% d'1 milliard. Et ça fait combien ? 10 millions. Et il y a un moment donné, il dit, oui, j'ai gardé 10 millions d'euros, placé à 4%. Ça me fait la rémunération d'un cadre sup, ça satisfait les besoins de la famille. Cadre sup quand même. 400 000. Non, mais attends, il y a beaucoup de gens qui gagnent 300-400 000 euros en cadre sup. Non, mais l'idée, c'est que... Non, mais l'idée, c'est qu'on a quelqu'un qui est effectivement milliardaire et pas sur les réseaux sociaux. Le gars te dit que moi, mon optimalité, c'est 10 millions. Tu vois, ça me fait penser à le montant du capital optimal. Et évidemment, je l'ai défini bien avant de voir cette interview. Mais le gars qui pèse 1 milliard te dit qu'à 10 millions, il vit comme il faut. Et puis, tu as des gars qui sortent de nulle part, qui te disent « Ouais, moi, je veux faire 1 milliard en vendant des formations. Arrêtez par pitié. » Donc, tu vois, c'est intéressant de capter de la bonne information sur des gens qui sont effectivement sur le milliard, sur du vrai entrepreneuriat, sur de l'innovation. Et pour y arriver, il s'est planté à peu près 20 fois. Il a planté 20 boîtes. Donc le gars est brillant. Et moi, le fait qu'il soit d'extrême droite... Non, mais c'est comme ça qu'il est présenté sur les... Non, mais je sais, mais moi, je m'en fous qu'il soit d'extrême droite. On te le détruit en permanence alors que t'as la même chose. Mais parce que le gars est chrétien et qu'il prône des valeurs traditionnelles. Mais je veux dire, il fait ce qu'il veut. D'abord, moi, alors c'est que mon opinion, le christianisme a apporté des fondations en béton armé aux Européens, dont on bénéficie encore aujourd'hui. Un paysage, un urbanisme de très très grande qualité. C'est pas ma religion. Donc le gars, il a envie de maintenir des valeurs qui lui sont chères et mettre son pognon là-dedans. Je m'en fous. Moi, ce qui était intéressant dans l'interview, horizon temporel infini, à 10 millions d'euros, je vis bien. Ah, et ça, c'est intéressant. Comment t'as fixé ton objectif, Kevin, par exemple ? T'es plus ambitieux que Pierre-Édouard Stérin. Il vient d'appeler Kevin, quand même. Purée, Kevin, quoi. J'ai coupé. Excusez-moi. Écoute, Jordan. Alors, Écoute, Jordan. Je sais pas à quoi je pensais. Vincent. Pardon, Vincent. En plus, Vincent. Mon objectif, là, objectivement, je l'ai un peu fixé T'es plus ambitieux que Pierre-Édouard Stérin. Non, mais en plus, j'aurais pas besoin de 25 millions pour vivre. On est d'accord. J'aurais besoin de beaucoup moins. Moi, c'est plus dans la transmission. Mais si tu peux y aller, bien sûr, il faut y aller. Mais au moins, tu t'es interrogé sur la définition de l'objectif ou c'est au hasard le chiffre ? Alors, en plus, quand je dis 25 millions, ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Je suis Donc, pas... c'est pas un objectif. Regarde, toi, t'étais à 10 millions. Je suis sûr que, en arrivant pas loin des 10 millions, je suis sûr que tu vas penser à plus. Moi, j'ai les 10 en net, en brut, parce qu'il y a une petite confusion là-dessus. En brut, c'est plutôt 20-30. En fait, moi, le 10 millions, c'est en actif net et en brut. Donc, l'actif net, c'est la différence entre un actif et un passif. Donc, tu enlèves les dettes à ton actif. Donc, en actif net, 10. Et en brut, qui va s'amortir, etc., plutôt dans les 20-30. Ah ben, on parle de la même chose. Moi, j'aurais pas... non, mais pareil. Un objectif, 10 net et 20-30 d'encours. Ça veut dire que dans 20 ans, tu auras 20 ou 30. Oui, on a le même objectif, 25 millions. Alors. Pourquoi on a le même objectif ? Qu'est-ce que tu me racontes ? On a le même objectif.
Non, mais les 25 millions, je les aurai pas dans 2 ans. Hein. Non, mais... Je les aurai potentiellement dans 20 ans à mes 63 ans, et 25 millions dans 63 ans, ça sera la position de 10 millions du Vachier d'aujourd'hui. Si tu prends la... Si tu Oui, prends... mais l'avantage de Inflation, l'immobilier te Il couvre suit de l'inflation. Ouais. Ça dépend où t'achètes. Oui, si Ouais, c'est t'achètes vrai. à Saint-Etienne, Ouais, ça dépend où il y a la déflation là-bas. Ou à Roubaix. On salue nos amis de Roubaix. D'autres questions? T'as des choses à dire, Vincent? J'ai pas d'amis à Roubaix, mais je les salue. Quand même. Non, rien du tout. Je suis très heureux de rejoindre le mentorat. Fouad, voilà, 1 an, c'est parti pour 1 an avec toi. On fait toujours l'interview avant le mentorat. Oui. Ouais, comme pas- ça. Et là, sur le profil d'entrepreneur, je trouve que c'est intéressant parce que c'est la première fois. Et moi, j'étais content que Vincent me fasse confiance parce que premier audit, quoi, j'ai beaucoup aimé, voilà, une patate d'enfer. Je me suis dit, putain, on Oui, il dirait un m'avait parlé de animateur. toi. Il m'avait- Je lui ai dit, tu vois, il va bien passer en podcast parce qu'il a il faut la qu'on aille voix bouffer avec d'animateur. lui. Il me dit, il faut qu'on aille Et, bouffer avec lui. la nuit, Non, Hein qu'on aille manger avec. Voilà. Calme-toi. Dès qu'il n'y a pas la les patronne, soirées parisiennes. dès qu'il n'y a pas la patronne, il est intenable. Il m'a dit, est-ce que tu peux me passer le numéro de téléphone de Vincent, s'il te plaît, c'est assez urgent. Ouais, et même, tu vois, je connais une petite partie de la stratégie que j'ai devinée à travers vos podcasts. J'aurais deviné, enfin, et à travers les quelques rendez-vous avec des fiscalistes que j'ai eus. J'ai compris en 2-3 coups de fil avec toi qu'en fait. T'hésitais qu'en fait, à un moment donné de prendre le mentorat. J'ai hésité parce que j'avais compris une partie de la stratégie, mais j'ai compris que, en fait, les 30-40% les plus importants, on c'est ce verra qui est au s'il a bout. compris. Et sur le premier appel, non, sur le premier appel, j'ai compris que j'avais rien compris. Mais j'ai tellement confiance en la stratégie, même sans la connaître, que Mais j'ai déjà vendu plein de trucs à perte pour être en position. Mais ça, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est que l'audit stratégique, qui est quand même désagréable sur la prise de décision nécessaire pour poursuivre un parcours. Il n'est pas marketeur. Hein, Ah bah non, il est un peu... il est réaliste. Peut-être un peu trop réaliste. Eh ben, il a eu le courage d'exécuter les décisions qui ont été suggérées. Et tu vois, j'ai perdu un petit peu d'argent dans le machin, mais je fais un pas en arrière. J'essaie d'en faire 25 millions en avant. Et c'est super ce que tu dis, parce que tu sais, avec Fouad, et quelquefois on s'est fait critiquer sur le podcast par rapport à ça, parce qu'on disait, on en donne peut-être un peu trop, et c'est pas rendre service aux gens, parce qu'ils vont penser avoir tout, et ça va être quelquefois un petit détail. Tu vois, par exemple, on parlait des entrepreneurs, switcher sur le salarié. J'ai eu le cas une fois d'un mec qui m'a traité d'escroc. Je l'ai en appel pour rejoindre PX. Je lui fais, oui, il faut le faire, il faut déployer la stratégie comme ça. Et le mec, il dit, ok, je vais réfléchir. C'était en janvier, et je me souviens de l'anecdote, je l'ai déjà raconté sur le podcast. Il faisait moins 20 dehors, et je n'osais pas rentrer dans l'immeuble parce que ça allait couper la communication, tu vois. Donc j'avais été C'est toi qui gêné. fais les appels, c'est pas des closers. Ah ben non, je n'ai pas. C'est Artisan. c'est Ouais, l'artisanat, c'est tu vois. ça. Je suis plus Hermès que Ernest. Oh. Putain, j'ai fait la punchline aujourd'hui. Et le mec me recontacte 6 mois après. J'avais complètement zappé, mais j'ai l'historique sur WhatsApp. Il me dit, je savais bien que t'étais comme tous les autres et tout ça. Je fais, ouais, d'abord t'es qui? Détends-toi un peu quand même. Et le mec il dit, on s'est eu au téléphone en janvier, tu m'as dit, ouais, stratégie du salarié, je me suis versé 10 000 balles par mois. J'ai fait, alors, on va faire un Zoom à défaut de pouvoir faire un repas le mercredi soir. Et tu vas m'expliquer tout ça. J'aurais dû l'enregistrer, ce Zoom. J'aurais dû l'enregistrer. Donc, il s'est versé 8 000 € de cotisation sur 6 mois. Ça fait 48 000 €. Il allait voir la banque et c'est pas passé. C'est un peu comme, grosso modo, si moi, avec Hugo AH, que ma société s'appelait Hugo AH Conseil. Salarié de Hugo AH Conseil, c'est pas ma société. Tous les trucs sur le côté. La déclaration de l'année dernière. Tu vois, toute la stratégie sur la vision globale, le mec n'avait pas pu la déployer, pensait que c'était juste ce salarié et sa boîte. Et j'ai fait, t'as fait une économie, t'as fait une sacrée économie, mais c'est bien fait pour ta gueule. Et toi tu disais le chez. Et en fait, en donnant quelquefois trop de valeur, les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ça, donc pour eux c'est 100% de nouvelles choses. Et ils pensent qu'ils vont... et c'est comment dire, c'est comment ça s'interloque, comment ça s'articule, toutes les stratégies, les méthodes, comment elles s'articulent
pour arriver à ça en n'oubliant pas un détail. C'est plein de petites choses simples, moi j'aime bien dire, plein de petites choses simples. C'est pas difficile de les faire marcher, mais par contre, si tu as oublié une seule chose simple, ça met tout par terre. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la partie créativité, la structuration, il y a la maîtrise. Enfin bref, mais j'ai une autre anecdote, tu vois, qui est intéressante parce que j'ai quelqu'un qui a fait un audit stratégique et qui m'en a repris un deuxième. Il m'a dit, ouais, tu vois, je suis bloqué, machin, etc. Je lui ai dit, écoute, c'est un audit, je ne peux pas te former. Bref, il me dit, mais écoute, là, en fait, le problème, c'est que là, j'ai 5 millions d'euros de compromis à signer. Je suis bloqué. Donc, si tu veux, il est parti dans ce qu'on appelle... Il avait des conditions suspensives, j'espère. Oui, non, bien sûr, mais il est parti, si tu veux, dans du picorage informationnel. Donc, il essayait un petit peu de picorer sur le contenu, sur l'audit, etc. Mais quand et je le dis avec beaucoup de bienveillance, quand tu as signé 5 millions d'euros de compromis et que tu penses que... le prix du mentorat est trop cher. Il a envie de faire crevard, là, fais gaffe. Non, je suis assez respectueux parce que les gens se reconnaissent, si tu veux. Mais l'idée, mais j'étais le premier à faire ça, à picorer à droite à gauche. Et il y a un moment, tu prends quand même la décision. Mais tu l'as fait. Mais surtout que là, toi, tu as pris une décision, tu n'étais pas avec 5M de compromis effectif, pas de projet. On est sur, je rappelle le processus, offre d'achat, normalement, contre-signé, compromis, signé. Donc 5 millions d'euros de compromis signés. Et tu penses que avec toute la gentillesse qui me caractérise, c'est vrai que j'ai vraiment une base empathique. Que c'est pas le premier critère qui me vient en tête. Non, sur un audit stratégique, je peux régler la question d'un accompagnement à hauteur de 5 millions d'euros de compromis. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est que, ok, tu veux pas payer un mentorat, et je le respecte fondamentalement. Je comprends. Mais c'est quand même disproportionné d'aller sur 5M en concomitance simultanément et de se dire que un mentorat est trop cher. Merci de définir concomitance. Elle est dans un culte. Concomitance simultanément. Okay. J'avais peur de perdre Hugo. Non mais tu vois, l'idée c'est que tu dis ok. Tu l'utilises d'ailleurs plus souvent dans l'autre sens. Non mais attends, je raconte cette anecdote vraiment pour faire grandir l'individu, si tu veux, en question. Et l'idée, c'est que de dire... Et après, il m'a dit, tu vois, est-ce que PX est intéressant ? D'ailleurs, il faut que je lui réponde. Mais l'idée, c'est que c'est comme le profil d'emprunteur. Si tu veux pas mettre un peu d'argent en investissant dans ton profil d'emprunteur, laisse tomber ton ambition. Tu veux dire quoi sur PX ? Pour moi, PX, et je le dis avec beaucoup de sincérité, toi, t'as peur. Oh là. non, mais PX, c'est l'antichambre du mentorat. Il y a des fondamentaux en ingénierie bancaire. Mais sur un compromis, sur ça à signer, on peut rien faire. Non, bien sûr. Mais après, quand tu as 5M de compromis, simultanément, tu as besoin de moi. Et je le dis une fois de plus avec beaucoup d'humilité parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai le capital humain, parce que j'ai les compétences, bref. Et l'idée, c'est que avant d'aller à la guerre, il faut se préparer. Tu n'improvises pas un marathon. Voilà. Et tu vois, c'est intéressant la réflexion parce que... Mais c'est notre mentalité... En fait, c'est notre mentalité française. Oui. La culture de la gratuité. De l'éducation gratuite. Et d'ailleurs, c'était Xavier Niel sur l'université... Non, comment ça s'appelle ? Oui, sur l'école de 42 ? Ouais, 42, ouais. Qui a foiré aux États-Unis parce que c'est gratos. Il a foiré aux gratos. États-Unis parce qu'il a mis gratuite. Et qu'aux États-Unis, une université gratuite est forcément une université de merde. Et c'est très marrant parce que c'est très contradictoire. Il a dit, en fait, au lieu de mettre la fac gratuite, on aurait mieux fait l'école gratuite, on aurait mieux fait de mettre un prix et de financer les bourses. Autre chose ? Non. J'ai faim. Merci Vincent qui nous a apporté ce qui se fait de mieux en matière de pâtisserie, à savoir française, à 2 expatriés. Ouais, ça va te changer de la Kartoffelsalat et de la Sauerkraut. Et pâtisserie française, il y a quoi à part le truc On a la pavlova. Non, ça c'est pas de chez toi. Les bretzels ? Ah si, c'est de l'ancienne. Oui. C'est de l'ancienne du conglomérat russe. Merci Vincent. Et d'ailleurs, je précise, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc qu'on se rencontre. Ouais. Un petit peu fatigué avec mon mastermind. En 2 jours, j'ai calculé 34 heures de présentiel. En 2 jours.
Même en garde à vue, on te sollicite moins. Merci Vincent. Et d'ailleurs, on dîne ce soir ensemble. Merci pour la participation. Et hâte d'en découdre. J'ai comment invité, moi Ah bah bien sûr, je t'ai compté. On va manger où? Je crois Colvert. McDo. Non, Colvert, non, je respecte trop la France pour les gens. Donc merci vraiment pour le déplacement et hâte de démarrer Blitz Patrimoine avec... on se donnera rendez-vous dans un an. Oui. Par contre, je m'occuperai de l'organisation pour pas finir... Chambre d'hôtel PMR. Ouais, on est bien là. On est bien. Alors on est à Il y a la clim. on est à Loco Hotel, Porte de Versailles. À côté de l'Aqua Boulevard, pour aller faire un petit plouf. Meilleur rapport qualité-prix en hôtellerie sur Paris. 150 balles. La nuit, voilà. Moi, T'as des c'est au Georges V qui m'ont dit non, là on vous met pas les micros dans le salon. Non, je déconne. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'occuper de la technique Plus dans que une jamais. chambre PMR. Et je tiens à préciser que ça pouvait prêter un peu à confusion quand il disait hier à une participante du Mastermind, ouais, tu viens dans ma chambre, on enregistrera le podcast. Viens à mon hôtel, dans ma chambre. Il y a des SK surprises. Mais c'est pas le Sofitel. Et pourtant, ton Mastermind était au Sofitel. Mais pas de celui de New York. Alors moi, j'ai pas les moyens de dormir au Sofitel, malheureusement. C'est 600 € la nuit. Je t'achèterai un peignoir léopard pour ton anniversaire. Magnifique. Merci beaucoup, Vincent. Salut à Merci, bientôt. Hugo. Cet excellent Merci, moment. Vincent. Ciao, ciao.